notre sentiment d'insécurité et d'impunité, les Sénégalais disent stop. Agression, insécurité, enlèvement, quelles sont les causes de l'insécurité au Sénégal? Pourquoi mon Sénégal en arrive là aujourd'hui? C'est le thème de la semaine à Corée du Cœur, c'est tout de suite. Bienvenue à l'émission Corée du Cœur, Anne et messieurs. Merci Kumba. Bonsoir tout le monde. Thiam, chez Sociologue Pascal, bienvenue à l'émission Corée du Cœur. Merci pour l'accueil. Je suis ravi de revenir voilà, à Time for Africa. Effectivement, notre première rencontre, il me semble que c'était à l'émission La vie politique, économique, sociale. Parfaitement. J'ai la bonne mémoire. Thiam, bienvenue. Bienvenue et merci. Bienvenue à Saoudiatou et Pascal et à tous les téléspectateurs de la TFA aussi. Alors, on va entrer dans le vif du sujet, pardon. On le voit actuellement dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, ça a fait toutes les couvertures des revues de presse cette semaine, l'insécurité au Sénégal. Alors, quelles sont les causes de l'insécurité et pourquoi on en arrive là aujourd'hui? Sénégal qui était quand même un pays classé quand même calme, où la paix régnait. Sociologue Pascal? Oui, en fait, on peut dire qu'un pays avance, la démographie augmente. Et plus on a, disons, une grande démographie, et plus on rencontre des cas de criminologie qu'on peut étudier. Alors c'est vrai que la sociologie s'intéresse à ça. Maintenant, on doit aller voir les causes de tout ça. Parce que même, je peux rappeler que dans nos sciences sociales humaines, on ne s'arrête pas sur les actions, on s'arrête sur les réactions, les stimuli. Qu'est-ce qui pousse en fait les gens à se comporter d'une certaine manière? On essaie de trouver l'explicatif pour après justifier un petit peu les comportements et après aller sur des mesures de solution. Donc des formes de médication, je peux emprunter le terme en fait de la médecine. Alors il faut interroger les centres d'orientation d'abord, parce que nous avons des institutions déjà qu'on a mis en place. Il s'agit, si vous voulez, de l'école, il s'agit de la religion, il s'agit aussi de la famille. Alors si ces institutions-là sont en crise, forcément, donc l'individu n'aura plus de repères. Et si l'individu aussi se rebelle par rapport à ces institutions-là, et surtout aussi l'État. L'État aussi, je l'avais oublié, est une institution à prendre en compte. Parce que des pays qui s'engagent dans la voie de la modernité, aujourd'hui en Occident, on est à une phase de post-modernisme, où on critique la science, où on critique l'État, on n'a plus confiance aux partis politiques, etc. Alors l'individu s'isole déjà avec son autonomie, donc il développe d'autres, disons, des réactions qui pourraient en fait écraser ces institutions-là. Alors, donc, est-ce que la famille est en crise au Sénégal? Oui, on peut en parler. Est-ce que la religion est en crise? Oui, on peut en parler. Est-ce que en fait les obélis, les khutbah qu'on fait, etc., est-ce que les jeunes qui sont vraiment les acteurs en fait, de ces agressions-là sont vraiment des fidèles investis dans la religion? Est-ce que également l'école est en crise? On peut en parler. Parce qu'aujourd'hui, il y a des grèves, on n'en peut finir. Aujourd'hui, le niveau même de scolarisation est vraiment critique. Les étudiants qui sortent des universités, vous les regardez, il n'y a pas de bagage, il n'y a absolument rien. Alors déjà, on peut prendre tous ces paramètres-là pour pouvoir en fait trouver l'élément explicatif et après essayer de proposer une solution. Très bien. Thiam? Ah oui, je pense que le problème de la violence de l'insécurité, c'est un problème réel au Sénégal. Parce que le Sénégal qu'on connaissait, comme on disait le pays de la Teranga. Mais le Teranga est devenu une tragédie et un drame. Ça devient tellement compliqué. On n'a pas l'habitude de voir du sang. Les Sénégalais sont tellement sympas et on ne connaissait pas la violence. Mais aujourd'hui, on a vu qu'en une semaine, vendredi, samedi, dimanche, on a enregistré 3 morts par des meurtres, agressions, ainsi de suite. Ce qui est grave. Et avant aussi, on connaît ça n'a pas commencé en cette semaine-là. Ça a commencé il y a 2 ans ou 3 ans. On a vu les événements du mois de mars. Et on a constaté que moi, le constat que j'ai fait, depuis le mois de mars, le Sénégal a une autre image. On a une autre phase. Maintenant, on s'expose à la violence, on a peur de la violence. Je me suis dit que est-ce que le fait d'enregistrer 14 morts en un mois n'a pas fait que maintenant on est devenu habitué, n'a pas fait que la population est devenue violente. Parce qu'à partir de ce moment, on connaît une série de violences, une série de morts et tout, ainsi de suite. Il a parlé aussi par rapport à l'avancement de la population et je pense que l'avancement de la population, il a parlé de la démographie. Quand il y a la démographie, si ça augmente et qu'on n'a pas un bon système sanitaire, ça amène le chômage. Et ce chômage-là a fait que les gens sont dans les rues, ils n'ont pas de travail, ils veulent satisfaire leurs besoins. Donc ils se projettent dans la
restitution d'autres et dans la délinquance pour les hommes aussi. Et puis je pense que sous cet angle-là, je peux dire que c'est l'une des raisons de ces violences. Alors Pascal, on peut relever que les causes en réalité, c'est déjà le chômage. Donc le fait que les jeunes n'ont pas d'emploi. On a regardé un petit peu donc, par rapport aux études, ce sont des gens entre 15 et 35 ans qui sont le plus délinquants et le plus dans la rue, le plus violents. Alors, le chômage, oui, d'accord, mais qui est chômeur? Qu'est-ce qui est le chômeur? Quelqu'un qui a déjà travaillé, qui a perdu son emploi, ou bien c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé? Alors, les jeunes de 15 ans, ils n'ont pas l'âge de travailler. Ici, c'est l'âge légal pour le travail, c'est 18 ans. Alors, ces jeunes de 15 ans qui s'investissent en fait, dans des comportements agressifs, de crimes, alors là, on peut s'interroger. Ce n'est pas le chômage. Peut-être qu'on peut dire que c'est une déresponsabilisation des parents, de la famille. Parce qu'aujourd'hui, les parents qui courent chaque jour pour trouver le pain quotidien et qui ne consacrent plus de temps à leurs enfants, alors là, forcément, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Ils sortent. Et aujourd'hui, parfois, il y avait même, disons, des études qui avaient indexé en fait la ruralité. Parce qu'aujourd'hui, il y a une remontée depuis les années 70 vers les centres urbains, des jeunes qui viennent en exode rural et qui cherchent du travail. Mais aujourd'hui, après, ils se disent que ces jeunes-là, ils repartent au village, ils ramènent en fait des comportements d'urbanité, une prise de conscience urbaine, des gens assez libres, qui vont après s'adresser aux grandes personnes, aux aînés de manière indisciplinée. Aujourd'hui, faites les villages. Il n'y a plus en fait cette discipline d'antan. Et après, aujourd'hui, c'est une migration dans les centres urbains qui crée en fait ce blocage-là. Donc les gens sont vraiment serrés quoi, dans la coexistence. Alors, il y a ce problème-là. Tout à l'heure, j'ai parlé de la démographie, mais aussi, on peut indexer aussi les maisons d'arrêt, les centres carcérales. Alors, la prison ne joue plus son rôle. Les gens aujourd'hui, ils peuvent aller en prison. Ils vont s'épanouir là-bas parce qu'ils se trouvent à manger, ils ont des copains, etc. Ils sont s'épanouir en prison? Oui, ils dorment bien, etc. Mais peut-être qu'ils n'ont pas dehors. En général, c'est ça. Ils n'ont pas dehors. Ils sortent, ils commettent un crime, ils rentrent encore. Alors, et maintenant, si la prison est devenue vraiment quelque chose de vulgaire, c'est-à-dire le populaire, alors, on n'hésite plus à entrer en prison. Nourrir, loger en réalité. Exactement, c'est ça. Ouais. Je crois que, comme l'a souligné M. Pascal, il y a une crise sociale qui s'impose là-dessus, en fait. Comme il vient de dire tout à l'heure au niveau des prisons. Là, tu sors, tu agresses une personne, on te met en prison, on te condamne 3 mois de prison. Tu sors, tu fais la même chose. Donc, c'est carrément, c'est une crise sociale, en fait. Et autre chose aussi, la coexistence sociale aussi, ça a un impact sur l'insécurité de la population d'aujourd'hui. Prenons l'exemple ici à Yoff, par exemple. À Yoff, la nuit, c'est les grandes personnes qui sont dans les maisons, qui dorment. Eux, ils se lèvent à l'aube, vers 5 h du matin, et après, c'est les jeunes qui viennent pour dormir à la maison, en fait. Ça veut dire qu'à ce moment, du moment que les grandes personnes sont dans la maison en train de dormir, les jeunes sont dehors, ils sont livrés à eux-mêmes. Et ça pose un grand problème, en fait, par rapport à la sécurité. Mais comme ce qu'elle l'a dit, en fait, c'est vrai qu'il y a eu un relâchement des parents sur l'éducation. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de relâchement? Donc, de toute façon, je sais qu'il y a des parents qui n'éduquent pas du tout leur enfant. Là, par contre, pour moi, ça me sidère. Donc, tu as des enfants de bas âge qui sont dehors, comme ça, livrés à eux-mêmes. Effectivement, des enfants de 5 ans, 6 ans, là, c'est pas normal. Là, effectivement, les parents ont fait faute. Mais maintenant, il y a des parents, justement, qui se lèvent à l'aube, Fajr, et ensuite ils sont dehors, dans la rue, en train de chercher de la nourriture. Que ce soit des vendeuses de cacahuètes, que ce soit des hommes qui sont là en train de prendre le petit emploi, vite fait, rapidement, au moins pour avoir 1000 francs et rentrer pour nourrir la famille. Ça c'est à saluer. Maintenant, si les parents ne font pas ça, les enfants vont mourir de faim. Donc là aussi, c'est vraiment mitigé. Nous avons donc des parents qui s'en fichent, mais totalement du sort de leurs enfants. Ils sont là à en faire et à en faire et à en faire. Et puis voilà, il n'y a même pas de contrôle déjà au niveau du planning familial. Ensuite, tu as les parents qui, au contraire, ils se soucient des enfants au point de prendre n'importe quel emploi pour subvenir aux besoins des enfants. Tiens. Oui, c'est la précarité. Parce que, quoi qu'on puisse dire, c'est la pauvreté qui est la base, qui est la cause, je peux dire. Parce que il faut savoir que la pauvreté, c'est comme le VIH, hein, il ouvre les portes à toutes les maladies, mais la pauvreté aussi ouvre les portes à toutes les difficultés du monde. Parce qu'un parent qui n'a pas de 1000 francs, réveillé au bon matin, mais il n'a pas le temps d'éduquer ses enfants et de dire... Il n'a même pas le temps de les... Il y a des parents qui n'ont jamais allé à l'école de leurs enfants. Donc c'est un réel problème, avoir un enfant qui étudie quelque part et on n'a jamais allé là-bas. Parce qu'ils n'ont pas ce temps.
ils sont dans le besoin, ils cherchent un demi-franc par jour, c'est pas, elle ne peut pas être restée là. La maman, au lieu d'éduquer les enfants, elle n'est pas stable, elle vend des cacahuètes à côté, elle passe toute la journée là-bas, donc c'est la pauvreté. Et je pense qu'aujourd'hui, les parents, mais la pauvreté, c'est les parents chômeurs, en fait. Et un parent chômeur, il ne peut pas éduquer son enfant, il ne peut pas payer pour des études chères pour ses enfants. Donc il est obligé de se focaliser sur la nourriture. Et pendant ce moment, les enfants sortent. Si vous voyez, par exemple, aller à la fin de résidence, vous n'allez pas voir les enfants sortir dans la rue. Tu ne le vois pas. Mais même les grands ont l'habitude d'aller à l'école ou au boulot et revenir, rester à la maison, ils sont calmes. Mais aller dans la banlieue à 3h du matin, tout le monde dort. Il y en a qui n'ont pas de place chez eux. Donc c'est comme ça, l'a dit, le bon matin, les personnes les plus âgées, les mamans et les papas sortent et eux, ils pourront venir. Et à partir de ce moment, psychologiquement, ils vont mettre dans leur tête que eux, ils ne doivent pas travailler. Parce qu'une personne qui doit dormir à 5h du matin, il va se réveiller quand pour aller travailler. Donc c'est un désordre. Même éduquer un enfant dans ces quartiers, c'est un problème. Et je pense que moi, je demande quelle est la responsabilité de l'État sur le système éducatif au Sénégal. Voilà, par exemple, ça c'est une bonne réaction parce que ça me permet de rebondir sur ce que Kumba a dit. Parce que quand un parent ne trouve pas du temps, c'est-à-dire parce qu'il doit aller chercher la pitance, le pain quotidien, et n'arrive pas à consacrer du temps aux enfants, alors le palliatif, c'est l'école. Quand le parent va au travail, maintenant on a une institution pour gérer les enfants, c'est l'école. Maintenant, si l'école est en crise, alors ça c'est un problème. Alors si tu as dit quelle est la responsabilité maintenant de l'État sur l'école, alors là en fait il y a énormément de choses à dire. Est-ce que parce qu'au du temps de Senghor, on avait dit qu'il y avait l'école publique, le primaire gratuit, le secondaire aussi, même le lycée est gratuit. L'université, on ne paie que les frais d'inscription, les gratuites. Alors, qu'est-ce qui empêche en fait les jeunes en fait d'aller à l'université, d'aller à l'école, ou bien qu'est-ce qui va les pousser à se déscolariser très tôt? Voilà, parce qu'après les gens se disent d'accord, moi je vais rester à l'école, je vais travailler, je vais suivre l'enseignement général, je vais à l'université, je sors, j'ai pas de travail, c'est pas la peine. Mon camarade qui est à côté, il se casse pas la tête pour aller à l'université, pour aller au collège. Il va trouver un métier et rapidement il se fait beaucoup de sous, beaucoup d'argent. Alors le jeune là, qu'est-ce qu'il va penser? Alors il faudrait que l'école puisse offrir, en fait, le diplôme puisse offrir en fait du travail aux gens. Maintenant c'est ça, à ce niveau-là, la responsabilité de l'État. C'est l'État qui doit mettre en fait un cadre, un environnement favorable pour que les gens diplômés puissent trouver du travail. L'État doit investir dans l'entreprise. L'État, par exemple, peut avoir des IDE, qu'on appelle les investissements étrangers, qui viennent investir pour qu'on puisse créer de l'emploi. L'État doit pouvoir investir dans l'industrie. C'est l'industrie qui crée des emplois, ce n'est pas forcément le commerce. Alors, du temps de l'ancien régime, c'est vrai, il avait M. Wade, elle avait une belle idée pour pouvoir en fait faire la promotion de promoteur de champions. Mais il faisait la promotion que de commerçants. Des gens qui achetaient, qui vendaient. Donc il faut mettre de l'argent sur des gens qui vont créer des industries pour pouvoir créer des emplois. Aujourd'hui, même avec le régime actuel, allez voir en fait le budget de l'industrie, du ministère de l'Industrie, il n'y a absolument rien. Donc, il n'y a absolument rien. Le budget de la recherche, il n'y a absolument rien. Alors c'est là. Est-ce que ça intéresse vraiment au Sénégal alors? Est-ce que ça intéresse? Vous dites que l'industrie en fait c'est vraiment en gros l'Eldorado pour s'en sortir au Sénégal. Mais pourquoi dans ce cas, si on a une solution pour pouvoir être en haut économiquement, pourquoi donc ça n'intéresse personne? Ça m'étonne quand même, ça m'intrigue. En fait, ça devrait intéresser tout le monde, mais le problème est que ça dit qu'il y a la géopolitique, c'est vrai. Enfin, on vous dit attention. Donc, il y a des secteurs de souveraineté, il faut le faire avec, par exemple, d'autres pays, par exemple, dans le cadre en fait, du commerce international. Donc, nous, on a l'arachide. On s'arrête à l'arachide. Donc, on ne transforme peut-être pratiquement pas. Et donc, on laisse aux autres, en fait, de transformer l'arachide, de faire de l'huile, etc., de faire d'autres produits dérivés. Donc, c'est la division du travail au niveau international. Donc, le social est lié à l'économie. C'est ce qui a fait ma spécialisation en thèse. J'ai fait une thèse il y a très très longtemps, il y a plus de 10 ans déjà. Mais j'ai tellement parlé de ça. Il y a une imbrication entre l'économie et le social. Si on ne peut pas créer des emplois, créer des industries, on ne créera pas en fait du bien-être chez les gens. Donc les gens sont là, ils ne vont pas trouver des emplois, s'ils ne trouvent pas des emplois, ils vont trouver d'autres soupapes d'évacuation. Alors je vois un monsieur passer, je pense que lui il a beaucoup de sous, mais après, bon, je me le tape, hein, voilà. C'est fou ça quand même. Mais c'est ce qui arrive, hein. De toute façon c'est ce qu'on a vu aussi tout au long de la semaine. Hein.
dans les revues de presse. On a vu pas mal de concepts que les jeunes ont produits. On a eu dans le temps le Dundu Boudegen, c'est les gens qui ont pris la train pour aller en Espagne. On y va, même si on meurt en pleine mer, il n'y a pas de problème. Barça ou Barsac. Barça ou Barsac. C'est la mort. C'est-à-dire on va rester là, on meurt. On part, on peut mourir. Donc on tente le coup. Et voilà. Et après, il y a même le phénomène du Yanamar là en 2012. Hein, oui, c'est 2012. Avec le nouveau type de Sénégalais, le NTS là. Voilà, parce que les gens se cherchent. Il n'y a pas de repère. Et jusqu'à présent, les gens ils disent qu'ils n'ont pas trouvé. Mais moi, je sais qu'on a trouvé le nouveau type de Sénégalais. Il y a un livre que je prépare et je vais le mettre là-dedans. Mais depuis lors, personne n'a parlé du nouveau type de Sénégalais. Et je pense que les jeunes peuvent avoir un modèle. Quel est le nouveau type de Sénégalais? C'est quelqu'un que les gens suivent et qui fédère tout le monde. Moi, je pense à Sadio Mané. Pourquoi? Parce que c'est le football qui attire tout le monde. Effectivement. Et quand on voit sa personne, c'est un exemple. C'est pas parce que voilà, c'est un footballeur, mais il attire tout le monde. Tout le monde aujourd'hui se mobilise derrière lui, voilà, pour pouvoir dire d'accord, on le supporte. Mais Sadio Mané, tu le mets au milieu de Dakar, mais tous les jeunes convergent. Tu le mets autour du Sénégal, mais tous les jeunes convergent. C'est pas les politiques qui vont faire converger tout le monde, mais c'est les sportifs aujourd'hui. Regardez le cas de Ghana, tout le monde converge. Donc Sadio Mané en politique, ça donne quoi? Il ne fera pas de la politique, mais au moins sa prestance, ce qu'il fait, son style de vie, ça peut être un exemple pour les gens. Mais c'est de la politique également. Et bien sûr que si. La politique, c'est du décisionnel, c'est du pouvoir. Mais on peut avoir un modèle que tous les jeunes peuvent suivre. C'est quelqu'un de très pieux. C'est quelqu'un qui a énormément d'argent, mais on ne le voit pas dans le paraître. Et moi, j'ai toujours parlé, pour les gens qui me suivent, du phénomène, disons, du modèle de l'homo sénégalensis, c'est-à-dire le paraître. Nous, en fait, on utilise le paraître pour réussir. Ce n'est pas l'argent qui fait réussir le Sénégalais. Qu'est-ce qu'on cherche quand on se bat au quotidien? C'est pour pouvoir avoir de l'argent, pour reproduire en fait le système traditionnel, le paraître. C'est-à-dire que moi j'ai de l'argent, je vais acheter une belle voiture, les gens disent ah, Kumba a réussi, je vais acheter une belle maison, immeuble, construction, a réussi, etc. Donc je vais en pèlerinage au Gamou, je donne, on dit ah d'accord, lui c'est un bon musulman. Tout ce qu'on cherche c'est ça, c'est le paraître. Ailleurs on s'en fout du paraître. Voilà, on vit sa vie quoi. Mais ici, tout ce qu'on fait, c'est très comment on va nous juger. Mais aujourd'hui, ces jeunes-là qui vont agresser, ils font abstraction de ça. Comment ils vont être jugés? Eux, ils veulent s'en sortir. Et puis, ils montrent cet exemple aussi, parce qu'on a vu, même pendant les fêtes où chacun veut se faire voir et achète un boubou à un prix cher. Mais ça, il s'est habillé avec une tenue qui ne coûte même pas 20 000 francs. Et puis, qui est milliardaire. Et puis, quand il est venu au Sénégal, il utilise un téléphone tellement caché. Et comme moi, qui n'a absolument rien, je veux impressionner les gens. Je vais avoir un iPhone 13, mais lui, en son niveau, ça dit que le fait qu'il se comporte comme ça, c'est pas pour rien. Il nous montre comment il faut comporter. Il nous montre, même si on a de l'argent, on doit être simple, on doit être modeste. Il nous montre aussi, même si on a de l'argent, il faut retourner chez toi pour investir. Parce qu'il n'a pas commencé par Dakar, mais il a commencé par Bambali, dans son village natal. Donc, à partir de cela, on peut savoir que quand on a de l'argent, ce n'est pas pour impressionner les gens, mais c'est pour les aider. C'est la même chose que chez les politiques. Au lieu d'asservir la population, il faut les servir. C'est le modèle. C'est lui. Il n'y a pas de chose. J'ai bien aimé. Et comment on voit que Mané, c'est un pieux? Ben, tu l'as dit toi-même. En fait, il n'est pas dans le folklore. Et aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Pascal, c'est qu'il encourage beaucoup de jeunes. Effectivement, il peut un peu lever le Sénégal économiquement en sachant qu'il investit au Sénégal. Donc, Inch'Allah, j'espère en tout cas que ça va aussi inciter les jeunes à prendre exemple sur lui. Anne? Exactement. Exactement. En fait, il y a des jeunes qui veulent prendre exemple de Sadio Mané, mais il y en a d'autres, en fait, ils n'aspirent pas à ça. Eux, ils sont là, ils partent pour leur propre compte. Ils se disent, moi, je vais agresser, c'est ce qui me va pour avoir ce que je veux. Tu vois. Donc, l'exemple de Sadio Mané, c'est un exemple typique d'une personne parfaite, en fait. Mais il y en a, en fait, le problème des Sénégalais d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont des complexés. Tu vois. Ça ne les arrange pas de travailler exact, c'est ça le problème. C'est ça. Parce que c'est pourquoi maintenant, dans le secteur du commerce, on se développe beaucoup plus dans le secteur du commerce que dans d'autres secteurs, comme il a dit tout à l'heure, l'industrie. Ça ne passe pas. Parce qu'aujourd'hui, si on a un billet, on peut aller à Dubaï acheter des marchandises et venir au Sénégal. On suit ce système parce que c'est fluide. C'est fluide et c'est beaucoup plus facile d'y accéder. On ne prend pas notre temps pour développer d'autres institutions ou bien d'autres structures pour se développer. Ils n'ont même pas ce temps. Ils ont le temps, je vais accéder à ça, c'est beaucoup plus facile de passer par là. Je passe par le moyen le plus facile pour y accéder. C'est la vie, en fait. C'est la mentalité, en fait. C'est les mentalités. C'est la mentalité ici au Sénégal. Exactement, c'est ça le problème. Très bien. On va regarder ensemble le reportage à cœur ouvert de Ousmane Niang. Allez, c'est tout de suite.
Les populations ne sont plus en sécurité. Et la preuve, la dernière fois, en plein jour, des malfaiteurs sont entrés dans une maison pour agresser un jeune garçon en voulant prendre par force son moto. Ceci est un véritable problème. Mais ce qui permet à certains d'être violents, ce ne peut être que ça, explique ce monsieur. C'est vrai que c'est un gros malaise qui se pose aujourd'hui. Mais ça se comprend très bien. Hein. Bon, c'est aussi vrai que ce n'est pas une raison. Et moi, je pense que c'est dû à l'oisiveté des gens et à leurs responsabilités qu'ils n'arrivent pas à assumer. Aujourd'hui, on parle d'agression ici. Mais je pense qu'il y a un phénomène beaucoup plus grave qui présente beaucoup plus de risques pour les jeunes. C'est le phénomène de Barça. Là. Si les gens peuvent s'exposer dans des aventures comme ça, c'est pas étonnant qu'ils fassent des agressions ici. Pour mettre fin à ce phénomène, il estime qu'il faudrait essayer de régler le problème de l'emploi, une des causes qui pousse certains de s'adonner à la déviance. Maintenant, il faut qu'on voit comment prendre en charge cette question-là. Mais c'est juste ça, hein, c'est juste que les gens aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens de vivre, ils n'ont aucun espoir. Voilà, il faut qu'on puisse trouver le moyen de caser les jeunes, de trouver... Bon, les gens disent que l'État est en train de faire des efforts, mais apparemment, tout c'est mal ciblé ou c'est pas suffisant. Face à cette situation, la seule solution reste de sanctionner, avance-t-il. Il faut prendre des mesures fermes pour pouvoir corriger tout ça. Prévenir les dangers, prévenir les risques auxquels les populations s'exposent. Et maintenant, il appartient à l'État d'assurer et de veiller la sécurité de tous les citoyens et de les mettre hors d'état de nuire parce que force reste à la loi. Pascal, pensez-vous que tous ces problèmes d'insécurité, de violence, l'État peut le régler? Parce que souvent on entend que c'est à cause de l'État, c'est à cause du gouvernement, de la mauvaise gestion en fait du Sénégal. Alors est-ce que tu penses que vraiment l'État peut régler ce problème de violence et d'insécurité? Oui, c'est le rôle de l'État. Si l'État ne parvient pas à le faire, ça veut dire que vraiment c'est un État qui va être bouleversé, qui va sans doute mourir. Alors, ce qu'on peut dire est que d'abord, pour régler ça, il faut d'abord l'exemplarité. D'abord, il faut gouverner par l'exemple. Que les jeunes sachent que voilà, nos gouvernants, ils donnent le bon exemple. Ils ne vont plus détourner de fonds. Tu sais, j'allais dire ça. Alors, est-ce que les autorités, les ministres, parce qu'en général c'est les ministres, est-ce que les ministres montrent déjà le bon exemple en détournant l'argent, en construisant des immeubles, des buildings avec leurs petits salaires? C'est ça. Alors, il y a une chose sur laquelle on peut insister, c'est le savoir-être. Vous savez, en termes de compétences, même quand on forme des étudiants, on leur dit qu'il y a 3 niveaux. Il y a le savoir, il y a le savoir-faire, qui est la pratique, et il y a le savoir-être, qui est le comportement. Donc, ces 3 réunis forment la compétence d'une personne. Alors, quand on nous met à un poste de travail pour qu'on puisse être ministre ou président ou directeur, il y a le savoir-être. Il y a le savoir, la connaissance, mais aussi il y a le savoir technique, le savoir-faire. Le savoir-faire. Alors, le savoir-être, il faut en fait du relationnel, du social. Donc, donner l'exemple, gouverner par l'exemple. Déjà, ça va pousser les gens à se dire d'accord, nous, on peut au moins imiter ce modèle-là. Mais si en fait ils sont les premiers à détourner, c'est autre chose. Ensuite, l'État doit pouvoir investir dans l'économie pour pouvoir créer en fait des ressources qui pourront permettre aux gens en fait de trouver du travail. Et pour investir dans l'économie, c'est l'industrie. C'est pas le commerce. Déjà, on revient à ça. Ensuite, l'État doit aller dans l'enseignement, les universités. Donc voir le type d'enseignement qu'on peut avoir là-bas et créer en fait cette filière de professionnalisation là, c'est-à-dire que diplôme plus disons insertion à l'emploi. Ensuite redescendre vers le secondaire, vers le lycée pour pouvoir en fait déjà booster l'enseignement technique pour que les jeunes qui ne veulent pas faire de l'enseignement général puissent trouver leur compte. Aujourd'hui il y a le pétrole qui vient, mais moi avec mes étudiants en master 2 que j'encadre, très peu travaillent sur les aspects techniques liés au pétrole, c'est-à-dire l'enseignement technique que nous avons déjà là, pour pouvoir en fait convertir ces métiers-là pour que ces gens-là puissent trouver du travail dans les filières du pétrole à venir. Mais c'est très timide aujourd'hui. Très timide, ça veut dire que les gens, je ne sais pas comment ils réfléchissent. Aujourd'hui, on doit investir ce paramètre. Et l'État devrait être le premier à le faire. L'État n'est pas encore là. Donc ça, c'est au niveau secondaire. Au niveau primaire aussi, donc l'éducation civique, les valeurs, le respect des parents,
Hein, donc on doit pouvoir insister là-dessus. De voir le curricula, c'est-à-dire le programme de formation. Et regarder aussi la formation des formateurs, c'est-à-dire les enseignants, les instituteurs, comment ils font. Donc ça, c'est vraiment la filière enseignement, du préscolaire jusqu'à l'université. L'économie, l'industrie. Ensuite, il faut aller en fait déjà, bon, si c'est pour la démographie, je sais que même si on est nombreux, la coercition doit être la loi. Que les gens puissent être instruits et savoir que telle chose, si je le fais, en fait, voilà ce qui m'a dit. Et pour ça, il faut aussi investir les maisons carcérales, les prisons. Donc, on n'a qu'une seule prison ici à Dakar. C'est bondé de monde. Et tout le monde sait en fait ce qui se passe à l'intérieur. Donc, l'État doit pouvoir assainir les prisons et aussi faire de la prévention pour ne pas que les gens arrivent à ce niveau-là. Pour commettre des forfaits, après se retrouver en prison, on laisse leur dossier là-bas pendant 5 ans, 10 ans. Le monsieur en fait s'est acclimaté dans l'ambiance en fait carcérale. Maintenant, s'il sort, il retrouve même plus ses repères, il commet un crime et il repart là-dedans. Donc il y a tous ces paramètres-là, en fait, il faut faire quelque chose. Dans l'économie, dans l'enseignement, au niveau de la justice et au niveau aussi de la prise démocratique. Donc on a parlé légèrement des conséquences. Quelles sont les conséquences de l'insécurité au Sénégal? Alors, c'est clair, par exemple, un pays où en fait il y a une insécurité grandissante, ça sera comme l'Afrique du Sud. Hein. Ça va faire fuir les investisseurs d'abord. Et ça, c'est très dangereux pour un État. Parce que déjà, quand on fait en fait un diagnostic pour savoir les pays où on doit aller, si ce pays-là présente des risques d'investissement par rapport à la sécurité, par rapport à la politique, les gens ne vont pas y aller, et l'État aura du mal à créer des ressources. Parce que l'État trouve ses ressources à l'étranger. Maintenant, à l'intérieur, ce que l'État fait pour avoir des ressources, c'est la fiscalité, c'est la fonction fiscale. Maintenant, si l'État ne lève pas en fait les impôts, parce qu'il ne peut pas les lever, sinon les gens vont sortir dans la rue, il faut que l'État aille vers l'innovation, vers la recherche. Donc investir dans la recherche. Il faut que l'État fasse des efforts. Aujourd'hui, le budget de recherche, c'est zéro. Le budget de l'industrie, c'est pratiquement zéro. Donc il faudrait que l'État, pour régler ce problème-là, passe à travers ces couloirs. Sinon, rien ne sera fait. Voilà. Oui, moi je voulais lui poser une question, c'est-à-dire que sur l'État, aujourd'hui, si l'État est incapable de gérer la situation et à l'approche des élections, quel type de profil avons-nous besoin pour avoir un État vraiment qui sera apte à satisfaire nos besoins? Bon, là c'est compliqué. Nous, ce que nous devons attendre, c'est en fait quelqu'un qui va régler le problème des valeurs déjà. Parce qu'on a une crise des valeurs depuis 2012. C'est le problème qu'on a. Toujours les gens détournent des fonds. Toujours. On a besoin en fait de garantir ces fonds-là, qu'on puisse les investir. Donc, et ne pas prendre la politique pour de la profession. Moi j'ai dit aux gens, le fait qu'on ait inventé l'homme d'État, c'est l'arnaque, c'est un arnaque. L'homme d'État, ce sont les fonctionnaires qui travaillent depuis leurs 20 ans jusqu'à la retraite. Les gens qui se disent hommes d'État, ils vont rester dans l'État, ils vont être ministres à mort. Ça, c'est de l'arnaque. La démocratie veut que ça tourne. Donc vous êtes ministre, aujourd'hui vous partez. Mais quelqu'un qui est ministre, après, il ne voudra plus aller faire le travail qu'il faisait. Et beaucoup d'entre eux sont des instituteurs, c'est des enseignants. Mais qu'est-ce qui leur empêche en fait de repartir là où ils sont venus? Le bien public appartient à tout le monde. Il faut que ça puisse tourner. Et ça rassure tout le monde. Les gens vont se dire, attends, donc moi je vais aller à l'école pour travailler parce que je veux être ministre. Et après, il devient ministre. Oui, mais là, ça c'est très rare dans ce sens-là. C'est très rare qu'on puisse être dans une école, aller à l'université, faire vraiment la géopolitique et ensuite avoir un poste de ministre. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut même pas postuler, même si nous sommes compétents et même si on a les diplômes pour. Ça veut dire que c'est selon le link, le réseau. Je suis l'ami du président, je suis l'ami de la première dame. Là, on me place, on me positionne. Et vous avez dit quelque chose aussi que je suis obligée de répondre à ça, c'est que c'est même pas tout le monde qui est diplômé. Ils ne sont pas tous diplômés. Et donc, ils sont là en train d'acheter des diplômes, acheter des formations. Il y en a qui sont médecins pendant des années et une fois on se retrouve qu'ils n'ont jamais été médecins. Non, mais voilà. Pendant le Covid, il y a un monsieur qui faisait les tests et tout. Mais il a clinique pendant des années, il n'a jamais été médecin ici au Sénégal, qui lui a donné ces papiers-là. Merci, qui lui a donné ces papiers. Qui lui a donné cette autorisation. C'est ça exactement, qui lui a donné ces papiers. C'est ça le problème. Alors que voilà, on sait qu'il a fait une faute, il a carrément fauté, mais après tu vois comment ça s'est fini. Comment ça s'est fini? Il est sorti aujourd'hui. C'est pourquoi il y aura d'autres qui vont faire la même chose en fait. Ils ne se fatiguent pas, ils ne se peinent pas, ils sont là, ils font ce qu'ils doivent faire pour s'en sortir, ils le font, c'est simple. Tu vois, en fait, on ne se fatigue pas, on ne cherche pas d'autres solutions, on n'est pas là pour développer nos connaissances en fait. On ne s'impose pas, c'est ça notre problème en fait.
Mais même si on s'impose, je pense que aussi la difficulté, c'est d'être entendu. La difficulté, ça va être ça, c'est vraiment de se faire entendre. Exactement. Du moment qu'on s'impose, il y a les bras longs qui sont là. Tu es là, je veux ça, je connais un certain ministre qui est dans ça, qui est l'ami de mon oncle, l'ami de mon père. Là, je suis bien, je vais lui voir. Il m'instaure, c'est simple. Des fois, on m'instaure même sans diplôme, sans rien. On dit que c'est la fille d'un ami et je suis ministre. Donc, elle est bien, elle vient, elle travaille avec nous, c'est simple. Même si elle n'a pas les diplômes, elle n'a pas les compétences, en fait, pour assurer pour assurer ce qu'elle doit faire, en fait. Elle ne sait même pas ce qu'elle doit faire. Il y en a même des directeurs qui ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Nous sommes allés toutes les deux. Nous sommes allés toutes les deux à un ministère. On ne va pas donner le ministère parce qu'on travaille là-bas. Donc, nous sommes allés toutes les deux. On a positionné une femme donc, qui ne connaît rien sur son bureau, parce qu'elle a un bureau, attention, le bureau est tout neuf, tout chic, tout est beau, mais ça sent encore la peinture. Donc on a mis une femme à un bureau, elle n'a même pas d'ordinateur. Il y avait son sac à main sur ce bureau et elle était là sur son mobile. Même pour nous envoyer un élément, elle nous envoyait un lien YouTube. Non mais c'était tellement flagrant qu'en fait elle passe son temps sur YouTube, elle s'est même trompée, elle nous envoyait une vidéo de YouTube. Voilà. Et donc ça, je me dis, mais c'est pas juste, parce que nous, on est des bosseuses. On est des bosseuses, on travaille, on a nos diplômes. Mais pour avoir un contrat, mais c'est la croix et la bannière. On souffre pour l'avoir. On souffre, et on l'a pas encore, mais on souffre. Et bien sûr qu'on est des battantes, on va jamais lâcher. Mais voilà, c'est ça qui frustre. Et ça frustre. Cette frustration, mais justement, voilà, c'est cette frustration qui ramène les gens dans la rue. C'est cette frustration qui pousse les jeunes, donc entre 15 et 35, à faire de la violence, à agresser. Et on l'a vu dans la vidéo, jusqu'à aller chez les gens pour aller voler un scooter. Donc là, maintenant, les gens sont audacieux. Ils sont audacieux, on n'a peur de rien. Ça veut dire qu'on le fait même au grand jour. Au grand jour. Et donc, malheureusement, c'est ça. Et donc, les gens honnêtes, parce qu'il faut dire la vérité quand même, parce que le Sénégalais, quand même, est réputé pour être doux, comme tu l'as dit à la base. Donc, le Sénégalais est là, avec sa teranga. Mais maintenant, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que le Sénégalais qui était là, avec sa teranga, maintenant, c'est lui-même qui va sur le terrain pour agresser, pour arracher ce qu'il veut? C'est une frustration. Voilà. On va regarder ensemble le micro-trottoir et aussi cette vidéo dont on parle, du jeune qui va jusqu'à la maison, agressé avec une machette pour prendre un scooter. C'est tout de suite. Je disais, le problème d'insécurité, ça regroupe beaucoup de choses. Parce que si vous faites le constat, la vie est devenue très chère. Maintenant, supposons quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne parvient pas à subvenir à ses besoins. Mais cette personne-là, à un moment donné, devient violente. Donc, tu te lèves le matin, tu n'as pas de quoi s'acheter le petit déjeuner. Pour manger à midi, c'est tout à fait un problème. Il y a certains petits détails qui ne peux pas les régler parce que tu n'as rien. Mais tu deviens violent. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième, c'est l'indiscipline. Les gens sont devenus indisciplinés. Tu parles à quelqu'un tout de suite, il te montre qu'il a de la force. Il est plus fort que toi. Donc tout ça vraiment, ça peut mener à la violence. Non mais éducation la yaa fa sax gars bëgg nañ liggéey mais dafa da ngay bëgg liggéey mais boo amul mënoo looy def da nga dem pour parce que tamit bu ñu ñëwee Sénégal boo xam ne toll nañ foo xam ne ay majeure partie bi ay jeunes lañ booy amuñu xëy da ngay dugg sax di jéem a liggéey di dara sax mu dëgër parce que tamit melatul noonu doxatul comme nit dara doxatul en fait doo comprendre mais nag moo tax léegi nag gars yi amuñu beneen solution dafa dañu ko xam du sàcc sax kon bu ñu jàpp booy ñu ne téyeer la benn booy bi xaw ma ne gars yi ne ay xaw ma téyeer la xaw ma jaaree lu ñu parce que amul lu ñu def dara doxul dëkk bi dara doxul moo tax booy béy day jàpp ne ñoom dañu jël par force la garab lañ jël par force dañuy jël par force dootuñu si xool si kenn dañuy jël par force léegi nag da ngay dem ba yow ni sa sécurité sa bopp sax yow da ngay tiit te da ngay tiit ba doo xam sa yow lan la war a def parce que doy na waar quoi. Je ne saurais vous dire parce que maintenant on vit dans une totale insécurité parce que même durant la journée on n'est pas en sécurité, on a peur d'être agressé ou des choses comme ça. Donc moi je me dis peut-être c'est la base de l'éducation. Aussi il y a le manque d'emploi. Donc ça c'est un fait. Parce que je me dis que si un jeune il avait un emploi, donc il ne se permettrait pas d'agresser pour, je sais pas, un sac ou bien un téléphone. Ce qu'il fait, c'est pour se nourrir, je pense.
difficultés pour se nourrir, les utilisations personnelles. Moi, je me dis que s'il avait un emploi, un salaire à la fin du mois, peut-être il n'aurait pas ce genre de pensée. Et parfois aussi, je pense que c'est les mauvaises fréquentations ou bien les substances consommées et tout ça. Juste pour wane ni que dëkk bi amul sécurité nit mooy mën a sécurité boppam policiers yi mën ñu nekk di def patrouille H24 tey jii plein jour da ngay gis fii ay agression plein jour nii da ngay gis ñu nangu alalu nit tey peut-être yow doo am matukaay boo xamante ne di nga mën défendre nit moo tax ma ne man agresseur su ma ko fekkee muy rey nit tullu ma taxuma mais dinaa ko jaay sama bakkan parce que tey nit da nga war a nangu liggéey surtout góor moomul agressé on le répète loolu dañ ko war a criminaliser ku agressé bu ñu la jàppee ñu tëj la 5 ans à 10 ans de prison bu ñu ko defee booy dañu arrêté. xam nga état war a jàppale jeunes yi gën a dem liggéey ji loolu mooy yoon xam nga chauffeur la te lu ma agressé nekkuma si yooyu xalaatuma te dama ànd tamit ak ku koy def mais sama jël exemple sama bopp su ma toogee liggéey ma yoruma dara bëgg def benn affaire bu nekk dinaa dugg li su ma yoon nekkul loolu force la Sénégal fii loolu moom force la kenn moom si dara xam nga jeunes yi tamit gars agression bi ñuy def rafetul moom du bëgg bi yoon kenn ànd si man ànd na si ñoom li ñuy def mais tamit pour ñu faj problème yi fa ñu jéem a xam problème bi lan la mais du ay jàpp ay tëj loolu réglé wul dara. Vous aurez peut-être des campagnes de sensibilisation et aussi parler aux parents pour qu'ils revoient leur éducation et tout cela et la création d'emplois aussi. Parce que le gouvernement, je pense que les jeunes, ils ont un potentiel. Et il y a beaucoup de choses à faire au Sénégal, mais c'est juste concentré sur des constructions de routes ou des, je ne sais pas moi, ICG, recrutement ICG, mais il y a d'autres sections qu'on pourrait développer et employer beaucoup de jeunes. Alors, on l'a entendu dans ces micro-trottoirs, la vie est devenue très chère et si la personne ne travaille pas, il y a un problème pour manger le midi, pousse donc à la violence. On a entendu donc, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, être en face d'une personne imposante qui exige quelque chose de nous. Donc, par peur, on cède. En fait, avec la peur, en fait, on cède. Il y a aussi, la majeure partie donc, sont des jeunes et ne travaillent pas, n'ont pas d'emploi et donc sont amenés aussi à être dans les rues et à faire de la violence. Il y en a un aussi qui a dit, et là c'est un peu drôle, hein, un peu ironique, rien ne marche dans ce pays. Lui, là, il a carrément baissé les armes, il n'y a rien qui marche dans ce pays. Et donc, autre chose, tous les moyens sont bons pour gagner de l'argent. Alors, on l'a vu, la violence chez les jeunes à Dakar, depuis quelques années, en fait, elle est en hausse, malheureusement. On a donc parlé à cause de la pauvreté, on a parlé aussi à cause donc, du manque d'emploi. Malheureusement, le détournement de fonds des autorités aussi pousse à aller dans les rues. Nous avons aussi parlé donc, malheureusement des événements du mois de mars. C'est encore une autorité qui pousse à la violence et on l'a vu dans la revue de presse de la semaine où une autorité qui disait « j'assume pleinement ». Donc ça aussi, ça incite malheureusement à la violence. Alors, il existe des programmes, mais est-ce que ça c'est sûr? Est-ce que ça fonctionne? J'ai vu qu'il y avait des programmes Villes sûres et inclusives portés par le CRDI. Est-ce que ça fonctionne? Il y a aussi un programme qui se nomme Ville plus sûre, piloté par ONU Habitat. Alors, est-ce que, Pascal, d'après toi, c'est utile? Alors, je pense que si on met en place des programmes, il faut d'abord mener des enquêtes. Vous savez, la sociologie, hein, c'est empirique. Hein. On ne peut pas mettre un programme comme ça et l'imposer d'en haut. Il faut partir de la base. Effectivement. Je donnerai l'exemple, par exemple, de ce qui s'est passé il y a longtemps au Rwanda, là, où il y avait un problème d'eau avec des villageois, parce qu'ils avaient remarqué que des femmes faisaient beaucoup de kilomètres pour aller chercher de l'eau. Alors, les autorités ont rapidement construit en fait, un robinet public, là, un forage, à côté des maisons, pour que les femmes ne fassent plus des kilomètres pour aller puiser de l'eau. Alors, quand ils ont réalisé l'infrastructure, les femmes n'y allaient plus. Ils n'y allaient pas même. C'est à côté des maisons, mais les femmes ne voulaient pas aller là-bas. Alors, ça les a fait réfléchir. Mais pourquoi? On leur a donné en fait, des robinets sur place, mais ils ne veulent pas. Mais quand après ils ont dit, encore maintenant, il faut aller voir les femmes là et faire des entretiens, maintenant l'enquête. Et quand ils ont fait l'enquête, ils ont découvert que les femmes prétextaient le fait d'avoir la permission des maris pour aller entre femmes parler. Donc si elles faisaient beaucoup de kilomètres, elles pouvaient rester entre femmes et discuter de tout et de rien.
Voilà, donc c'était autre chose qui était derrière ces femmes-là, pour aller faire des kilomètres et puiser de l'eau. Donc c'est simplement un exemple pour vous dire que si on ne fait pas d'enquête et on met des programmes comme ça peut être un échec. C'est vrai. Oui, habitat, etc., ville sûre, il faut partir de la base, faire des enquêtes d'abord, voir un petit peu le contenu, le condenser et mettre après ces programmes. Effectivement. Un habitat, d'accord, le président actuel fait le programme 10 000 logements, je pense, pour les gens qui puissent se loger. Ville plus sûre, il faut mettre en fait de la sécurité. Maintenant, il faudrait que les collectivités locales, les citoyens locaux là, puissent participer à la sécurité. Mais si tu mets en fait des agents et que les gens ne veulent pas être en sécurité, c'est un problème. On a le phénomène de la lutte, qui draine beaucoup de violence. Des familles, tout à l'heure, ça m'est arrivé en tête, parce que je me dis que souvent, il y a même les papas qui ont des problèmes au quotidien, mais qui crient sur les enfants. Comme ça, ils transmettent de la violence aux enfants. C'est vrai, bien sûr. Si tu cries sur l'enfant en l'éduquant comme ça, l'enfant aussi dort, quand il sort, il devient violent. Dans la rue, quelqu'un lui parle, il veut montrer son truc parce qu'il a été... Il fait la même chose, il reproduit la même chose, les enfants reproduisent. Très bien. Les époux et les maris qui crient sur les femmes, ils transmettent de la violence aux femmes. La femme également va sortir pour être violente ailleurs. Merci. Donc il faut revoir tout ça, le canal en fait de circulation de la violence, pour pouvoir en fait le canaliser et maîtriser. Sinon, ça sert à absolument. Non, Pascal, j'adore ce que tu as dit. Surtout, ça revient à notre débat du début, lorsque tu disais il faut aussi éduquer à la source, donc à l'école primaire. Tu sais ce qu'on fait au Japon? Non, mais là, vraiment, le Japon, c'est exceptionnel. C'est vraiment une race, si j'ose dire race, c'est une origine à part, le Japon. Le Japonais, dès le bas âge, tu les vois dans leurs écoles, genre, tous en uniforme. Bon, au Sénégal, il y a les uniformes. Donc voilà. Donc tu vois des enfants de 2 ans, dès que le professeur entre, il se lève et ça ne bouge pas. Et le professeur a le temps d'arroser les plantes, a le temps de regarder sa montre, de faire des notes. Il n'y a pas un enfant de 2 ans qui bouge. Est-ce que tu peux imaginer un enfant de 2 ans? C'est un bébé. Ils sont amenés à bouger, à rigoler, à ne pas rester sur place, mais ça ne bouge pas. Et quand le professeur s'assoit, les enfants ne bougent pas. Et lorsque le professeur dit « asseyez-vous », c'est là que les enfants s'assoient. Et c'est les mêmes qui ne vont jamais même tousser, exemple, tousser dans cette salle. Mais c'est l'éducation. Mais c'est la base. Ça veut dire qu'en fait, au Japon, on leur inculque des valeurs, mais ils sont très fermes. Ils ne jouent pas avec l'éducation. Et c'est ce qui fait qu'après, c'est des hauts levels. Et dans toutes les filières. Parce que là, j'ai même envie d'ajouter, parce que par exemple, pour les profs, les enseignants, puisqu'on est à l'école, par exemple, les corps émergents qu'on va affecter dans les villages. Mais on va prendre Cham, on va dire d'accord, va à Kungel, on va à l'école primaire, tu vas enseigner. Cham, il a un petit salaire là. Quand le ramadan arrive, on lui demande du sucre de corps à la maison. Il sait qu'il doit loger ses parents ici à Dakar, ça coûte cher. Il a d'autres problèmes. Mais Cham, il va arriver en classe, mais avec beaucoup de problèmes et le salaire ne suit pas. Parfois, ils ont des problèmes. Mais comment Cham pourra voir les petits-enfants et veiller du petit contact pour gérer ces enfants-là? Cham peut même être violent sur les enfants. C'est ce qui se passe. Donc, il faut gérer tout ça. Il faut gérer tout ça. Au niveau en fait du salariat, au niveau en fait des corps émergents, le recrutement, les personnes qu'on doit pouvoir former, les envoyer en ruralité. Comme aussi ça se passerait aussi en urbanité. Mais en fait, voilà. Donc c'est vraiment en fait le bouleversement total. Et une société doit être organisée. Si on est organisé, on parviendra à être efficace. Parce que l'efficacité, c'est quoi? C'est atteindre des objectifs. Et l'objectif, c'est quoi? C'est le bien-être de tout le monde. Effectivement. Voilà. Donc si on n'y arrive pas, ça veut dire qu'il y a problème. Et tantôt aussi, vous avez parlé de ça devient, je voulais juste se rebondir sur cette question. Donc, il y a aussi une part, c'est la pression sociale qui fait que les gens sont dans des situations très compliquées. Parce que récemment, la femme qu'on a vue qui a été assassinée, ça dit que l'homme qui l'a assassinée, il devait baptiser son enfant. Et puis, à 1 jour ou 3 jours du mariage, du baptême, on lui demandait même beaucoup d'argent. Et puis, lui, il a un salaire de 100 000 francs. Moi-même, j'ai vu un adjudant qui était sur les lieux, mais il m'a dit que je lui ai interrogé. Il a un salaire de 100 000 francs. Et puis son patron, c'est mon propre frère qui lui a vendu ses points à Toba. Donc, à partir du moment, je commence à avoir quelques informations. Mais lui, il a un salaire de 100 000 francs. Il veut faire un baptême avec 5 millions ou 4 millions. Même dans son compte, il y avait 1 900 000. Il a volé cet argent. Je pense qu'aussi, il y a la pression sociale qui fait que les gens se procèdent dans des situations qui sont tellement compliquées qui les pousse à faire ce genre de violence. Parce qu'il avait besoin d'une somme d'argent qu'il n'avait pas. Parce qu'il doit préparer un baptême. Mais un baptême, s'il s'agit d'acheter une moto et quelque chose de très simple, à quoi bon de vraiment chercher tout cet argent-là? Et qu'on soit d'accord, baptême, c'est vraiment dans le cadre de la religion. Baptême est égal à la religion. Donc pourquoi vouloir investir des millions dans une religion? Je ne comprends pas.
Anne, toi qui es née au Sénégal, pourquoi le Sénégalais a cette mentalité de toujours vivre au-dessus de ses moyens? Moi, ça me dépasse. Pourquoi le Sénégalais veut vivre au-dessus de ses moyens? Jusqu'à pousser au meurtre. Mais tu te rends compte de ça? Exactement. Au fait, c'est ça notre problème, nous les Sénégalais. Il y a, au fait, le problème, c'est un malaise social qui est là, ici au Sénégal. Parce que les gens, déjà, ils sont complexés. Il ne se suffit pas de ce qu'ils ont, non. Ils sont ça, ils veulent plus que ça, en fait. Parce que l'exemple que tu as donné tout à l'heure, le gars qui a tué Kiné pour le baptême de son fils, ça c'est catastrophique. Parce que même un poids social ne peut pas pousser une personne à faire une chose pareille, en fait. Tu ne peux pas tuer la personne pour te suffire à toi-même, pour régler tes propres besoins. Ça c'est catastrophique. En fait, c'est les mentalités qui diffèrent, en fait. C'est ça le problème. Ils ont, comment dirais-je, ils ont une façon, je ne dirais pas de réfléchir, mais ils ont une façon de voir les choses telles que moi je veux ça, je vais avoir ça. Je n'ai pas les moyens, mais je vais faire tout pour avoir ça. Donc ça, ce n'est plus un système de pauvreté. Tu vois, c'est les mentalités qui sont catastrophiques. Ils passent de manière à dire que moi, je peux, en fait, il y a un ami qui a ça, ou bien j'ai un collègue qui a ça, moi aussi, je peux avoir ça, en fait. Tu vois, du moment que ma femme veut que j'ai ça, je vais avoir ça, parce qu'elle le mérite. À quelle fin? À quelle fin? Je voulais ajouter sur ça, par exemple, nous quand on était à l'université, parce que j'ai fait mes études ici, on disait qu'il y avait un concept qui était sorti, quoi, take ou disparaître. Voilà. Donc on fait tout pour y arriver, quoi. Donc si on n'y arrive pas, on est écrasé. Donc on va travailler dur, mais voilà, pour avoir notre diplôme et trouver un emploi. Maintenant, si on ne trouve pas d'emploi, maintenant voilà, c'est tout cassé. Forcément, oui. Donc take ou disparaître, quoi. Et je pense qu'en fait, chaque personne a un projet de vie. Maintenant, si la personne n'a pas d'espoir, alors là, la personne peut aller dans tout ce qui est. Ça pousse à la violence, ça pousse au meurtre. Et ce qui se passe actuellement. Moi, je pense que ce qui pourrait nous aider, c'est en fait aussi le religieux. Que ce soit les imams et les prêtres. Ils font des homélies, ils font des khutbas, qui parlent aux gens. Parce que quelqu'un qui va, par exemple, faire son baptême et vouloir dépenser trop, quelqu'un, par exemple, qui entre en plein ramadan, vouloir donner du sucre de corps, demander aux gens d'imposer des chartes d'heure, quelqu'un qui va faire la Korité, vouloir faire des dépenses extraordinaires. Non, mais c'est extraordinaire parce qu'on sait qu'au Sénégal, il y a trop de fêtes. Et ce sont des fêtes religieuses. Énormément. Maintenant, les gens, les acteurs, que ce soit les prêtres et les imams, et les confrères, les maisons, qu'ils puissent parler aux gens fréquemment et régulièrement. Parce que les personnes tu peux prier et ne pas faire ce que Dieu veut, ça c'est pas la peine. Donc il faut vraiment corréler les textes justement au comportement. Et je crois qu'en fait, ils ont beaucoup de travail à faire pour inciter les jeunes à fréquenter les mosquées. Il faut qu'ils fréquentent les mosquées. Et ça aussi, il faut que les parents veillent à ça. Il faut que la personne puisse faire ses prières normalement. Et ça le permet en fait d'être contenu. Parce que si la personne est trop libre, alors il y a danger. Il faut de la coercition. Et la coercition, c'est l'école, c'est la religion, et c'est aussi la loi. Mais avant même d'aller vers la loi, la personne peut avoir une morale qui est religieuse, qui l'empêchera de faire certaines choses. Voilà. Et surtout qu'ici au Sénégal, il y a beaucoup de confréries, il y a beaucoup de religieux. Et donc c'est vrai que je trouve un peu dommage, et ton idée elle est tellement fabuleuse, je trouve dommage qu'en fait qu'il n'y a pas cet impact-là en fait aux yeux de la religion et des Sénégalais. Donc ça c'est un peu dommage. Et tu sais, j'ai ça aussi en tête, c'est-à-dire que si jamais, admettons, le Khalif général des Mourides ordonne une chose, mais tout le monde va l'appliquer. Mais t'imagines, ils ont peur. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas donc chez les Sénégalais. Le Sénégalais a donc peur du Khalif général des Mourides, mais il n'a pas peur de tuer. Mais il y a un grand décalage là. Il n'a pas peur de la loi, il y a un grand décalage. Alors moi j'ai l'impression que le Sénégalais n'a pas trop changé entre les années 60 et aujourd'hui. Parce qu'en 62, j'ai lu, parce que nous sommes des chercheurs, Senghor avait fait un sondage pour voir à quel niveau le Sénégalais pouvait obéir soit au marabout ou bien soit à l'État. En fait, qu'est-ce qui était beaucoup plus déterminant dans la vie du Sénégalais? Mais quand on a fait le référendum, en fait, les résultats ont sorti de marabout. Les gens obéissent plus au marabout qu'à l'État. Et c'est là où Senghor est parti voir Sène Fallou à l'époque. Il a beaucoup d'argent. Il a investi dans les maisons religieuses pour pouvoir en fait rester au pouvoir. Donc, ce qui veut dire que cette coercition religieuse-là est encore là. Quand il y a des gamous, des magal, vous regardez l'effervescence. Oui, effectivement. Donc, il y a une opportunité. Il y a une opportunité voilà, pour résoudre en fait, tout ce désordre, comme Thiam nous disait au Sénégal. Alors, est-ce qu'on peut vraiment tout justifier par le chômage et l'accentuation de la pauvreté? Des fois, ça rime avec. Parce que, comme l'a dit M. Pascal,
Moi, je pense que l'État ne s'impose pas là-dessus, en fait. Parce que quand la population ne sent pas la sécurité, il n'y a pas un système de sécurité. En fait, là où tu dis que moi, je suis à l'aise, je suis bien, à chaque fois que j'ai un problème, il y a la police qui est à côté, quelque chose déjà. Prenons l'exemple de la vie d'aujourd'hui. Quand tu conduis ta voiture et que tu vois une voiture de gendarmerie derrière toi, tu es correct. Même si tu étais imprudent, tu vois la voiture derrière toi, tu es correct. Parce que tu te dis qu'il y a le gendarme qui est derrière moi, donc il peut y avoir des sanctions, tout ça. Mais c'est cet esprit de sécurité que les gens n'ont pas aujourd'hui. C'est pourquoi ça ne peut pas passer. C'est ça le problème. C'est pourquoi l'État ne peut pas s'imposer à 100% sur la situation de la population. Pour moi, c'est ça, quoi. Mais est-ce que l'État n'est pas plutôt concentré dans ce que jour va se mettre politique, dans les poches? exactement, c'est ça le problème. Ils sont beaucoup plus politiques que sociaux. Non, c'est catastrophique. C'est catastrophique, c'est comme ça. C'est ça le problème. Ils règlent le problème de parrainage, mais est-ce qu'ils ont réglé le problème de la violence? Et en cette même période, ils dépensent 2 milliards. Est-ce qu'ils ont pris des mesures sécuritaires pendant la Covid? Il faut sortir tout de la main. Maintenant, est-ce que les dispositifs sont les mêmes? Parce que pendant la Covid, il y avait une subvention. Cette subvention est gérée par une personne. La personne en profite. Mais très peu de gens ont vu la subvention. Très peu de gens ont vu la subvention. Si nous sommes honnêtes là, très peu de gens ont vu la subvention. Donc c'est un cercle en fait, c'est un circuit. Et donc voilà, c'est seulement les privilégiés ou entre guillemets les élus qui vont manger cet argent-là. Et ce qui est bizarre dans le pays, quand chaque fois qu'on sort une somme d'argent pour régler une solution, les autorités en profitent pour régler les problèmes eux-mêmes avant. Parce que si on sort 5 milliards, la personne qui gère ça va dire moi j'ai déjà réglé mon problème, moi je vais prendre 1 milliard, maintenant je vais donner à mon ami. Ils vont partager tout avant que ça arrive, c'est le besoin. C'est comme ça? C'est ça. C'est comme ça. Donc, il y a un manque de choses dans ce pays. Bien sûr, comment ça? C'est toute l'Afrique, hein? C'est toute l'Afrique. Les solutions, donc la création des opportunités de travail pour les jeunes, est-ce que tu y crois? Oui, c'est possible. C'est-à-dire que ça passera par la formation aussi. Et pas forcément des formations longues. On peut avoir en fait des formations très courtes, des formations techniques qui pourraient en fait mettre en place en fait des espaces de production. On a l'industrie, on a des opportunités. Hein, parce que moi parfois je me pose des questions, mais au Nigeria, les gens produisent en fait des véhicules sur place. Avec des conventions entre entreprises pour créer des véhicules. Ici, on ne fait qu'acheter des véhicules. Serigne Mboup, déjà, il a la chaîne de montage de véhicules, mais il ne fabrique pas le véhicule sur place. Alors, qu'est-ce qui empêcherait, en fait, Serigne Mboup, avec l'État, de pouvoir concevoir un projet pareil et mettre en place des maisons de production pour tous les jeunes mécaniciens qui sont là, à travers tout le territoire national. Mais est-ce que ça l'intéresse, lui? Qu'est-ce qu'il va y gagner dedans? Qui ça? C'est une bah oui, est-ce que ça l'intéresse? Bon, il va gagner beaucoup d'argent, l'État va gagner la stabilité. Parce que ces jeunes-là, au moins, auront du travail. Et je ne parle pas simplement du point de vue mécanique. Il y a le pétrole qui va arriver. Il faudra faire pareil. Il y a l'agro-industrie. Il faudra faire pareil. Parce qu'on avait créé à l'époque des DAC, les domaines agricoles communautaires. L'État avait créé des espaces avec beaucoup de jeunes. Mais ça n'a pas marché. Après, les jeunes ont déserté parce qu'ils ne parvenaient pas à être payés. Ils laissaient les DAC là-bas. Après, c'est des Espagnols qui sont venus même après pour rentabiliser. Imaginez-vous. Donc c'est la faute à l'État de pouvoir en fait gérer. C'est de la gestion, ça existe. On gère. C'est l'organisation. Alors quand on s'organise aussi pour la vente, pour les partenaires, pour créer un circuit continu. Mais c'est ça. Pas de rupture. On produit, on vend, on produit, on vend. Et pour ça, il faut faire de bonnes études. Mais le problème est que voilà, donc on ne va pas plus loin que son nez. On fait ce qui arrange le parti politique en disant qu'on a un mandat très court, on veut après penser aux élections à venir. Donc sur 1 an, 2 ans, on met en place ce qu'on veut faire et puis on commence à penser aux échéances qui doivent venir. Mais c'est extraordinaire. Hein? Tu sais à quoi je pense là? Je me dis effectivement, j'obtiens un mandat. Combien je peux manger pendant ces 5 ans? Combien je peux mettre de côté pendant ces 5 ans? Et malheureusement, c'est comme ça dans toutes les politiques. Malheureusement, c'est dès qu'on est sur son siège, que ce soit pour les ministres ou les maires ou autres, combien je peux gratter pendant mon mandat? Je peux stocker donc dans des comptes offshore. Combien et prêter en surnom là? Oui, non mais c'est ça, c'est la vérité. C'est pourquoi il y a des batailles et c'est pourquoi tout le monde veut devenir maire. Tout le monde veut devenir député, tout le monde veut devenir ministre. Le salaire du maire, c'est rien, c'est environ 400 000. Merci. Mais avec un budget de 70 millions, imaginez, ou bien à la mairie avec un budget de 4 milliards, imaginez. Ça fait combien?
C'est ça quoi, c'est-à-dire que tant que les gens pensent à s'enrichir avec la politique là, ils ne peuvent pas développer le pays. C'est impossible parce que la politique c'est pas un métier. C'est pas un métier. Alors, il y a eu ces derniers jours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, la revue de presse de cette semaine était très catastrophique. J'adore ton mot catastrophique. Il y a eu donc pas mal de commentaires où des Sénégalais disaient qu'il fallait mettre la peine de mort. Beaucoup l'ont dit. Parce que aussi, parce que c'est comme dans un pays en Afrique, j'ai oublié les pays. Il y avait des accidents. À chaque fois, il y a des accidents, 5 accidents. Le président il est sorti, il a dit quiconque commet un accident va être tué. Et il est resté pendant 2 mois, il n'y a pas d'accident. Maintenant, il a dit que maintenant, vous le faites de votre peuple, vous le faites par négligence, mais ce n'est pas quelque chose qui est arrivé de façon naturelle. Mais si aujourd'hui on dit qu'il faut appliquer la peine de mort, ce n'est pas pour dire pour tuer les gens, mais pour voir. Ça veut dire que les agressions là, c'est parce qu'il y a une négligence. Quand on tue une personne, il meurt maintenant, 2 mois après, la personne qui l'a tué est libre. Et puis au Sénégal, moi, ce qui me choque, ceux qui commettent les délits les plus graves sont les moins sanctionnés. Si on vole 40 milliards, on n'utilise pas le terme vol, on dit il a fait un détournement. Mais celui qui a volé un poulet, on crie au fort voleur. Et il est le dernier aussi à être jugé. Et même pour un peine de 2 mois, il va rester là pendant 4 ans pour être jugé. On lui dit que maintenant tu devais faire 2 mois. Maintenant, il a fait 4 ans. Il a perdu beaucoup de sa vie. Il est sorti, il n'est pas indemnisé. Cette personne-là va dire, moi, je n'ai rien à foutre dans cette vie-là. Une personne qui a été incarcérée plus de 10 ans, il est sorti, on lui dit, tu n'as rien fait. Il est blanchi, mais il ne reçoit absolument rien. Il a perdu 10 ans de sa vie. Mais il m'a dit que je ne vais pas me décarcasser encore. J'ai vu, je vais me lancer dans la délinquance. Parce qu'il est désespéré. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir quel type de personne on va emprisonner. Et aussi, la prison, ce n'est pas pour humilier les gens, mais c'est pour les corriger. Donc, je pense que ça aussi, on doit revoir ça. Moi, j'ai un avis très mitigé. Parce que je vais vous décevoir peut-être. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que au Sénégal, on a eu 2 cas. Quand sous Senghor, il y avait occasionné en fait de sortir en fait l'acte en fait de la condamnation à mort. Il y avait Moussa Fallo qui avait tenté de tirer sur Senghor. Il y avait aussi l'assassin de Demba Diop. Demba Diop à qui on a donné le stade là, le nom du stade. Voilà, donc il n'y a que 2 cas depuis que le Sénégal est Sénégal. Alors nous on sait que nous sommes un pays de valeurs, c'est vrai. Et la valeur elle est morale, la morale elle est religieuse aussi. Donc on peut percevoir chez une personne un potentiel et ne pas l'anéantir, mais on peut le redresser. Alors j'ai eu à entendre un jour un général, Keïta, qui a mis en place l'ENOA, les écoles d'officiers d'actifs, la justice. Il disait que lorsqu'on sanctionne, c'est parce qu'on a échoué. On n'a pas arrivé à la sanction. Donc on doit faire de la prévention de telle sorte qu'on n'arrive pas à la sanction. Donc si on sanctionne, c'est-à-dire que si on met la peine de mort, c'est-à-dire que vraiment on a échoué. Donc chaque être qui naît, qui grandit, qui est à l'école, on doit pouvoir le préparer pour qu'on n'arrive pas à ce niveau-là. Donc une personne, il n'y a rien de valorisant dans la délinquance. La délinquance en fait c'est parce qu'on n'a pas d'espoir, on n'a rien. Mais si vous offrez en fait des opportunités à ces personnes-là, mais ils peuvent se développer. Il y a un potentiel, il y a de l'énergie. Les gens peuvent travailler. Après c'est vrai que dans les pays développés, on a la drogue, etc. Maintenant aussi ça aussi c'est notre approche pour lutter contre la drogue et récupérer toutes les gens qui vont dans la déviance. Voilà, donc c'est ça en fait notre leitmotiv. Et je ne suis pas pour en fait l'application de la peine de mort. Parce que le jour où on va l'appliquer, il y aura des gens par exemple qui vont se battre dans la rue, quelqu'un va tomber, il n'a pas fait exprès, on va le mettre sur la potence et tirer dessus parce qu'il faudra appliquer la loi. Le jour où quelqu'un qui va dire il faudrait qu'on vote la loi, quand il a un parent qui est dans le même cas, on doit le mettre sur la potence et tirer, ça ne sera pas facile. Ça peut tomber sur le même. Voilà, mais on a entendu ensemble dans le protocole, le Sénégal est perdu. Donc, Sénégal perdu, il y a plus d'espoir, on dirait. Oui, mais il faudrait qu'on crée de l'espoir. Il ne faudrait pas qu'on reste là en disant que c'est perdu, il n'y a pas d'espoir dans le futur. Non, sinon on brise le pays, on brise l'État, on va au Sénégal. Quoi. Voilà. Donc il faudrait rebondir, on va rebâtir ce pays-là. Donc là, on sait que toi, tu refuses la peine de mort. Catégoriquement. Et toi, en fait, tu as dit oui, tu as dit non pour la peine de mort? Non, moi, je n'ai pas dit ça. Si les gens disent ça, ça veut dire qu'ils sont frustrés. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit appliquer, ça ne se passe pas. Mais
c'est pour éviter, c'est pour faire peur aux gens. Juste pour faire peur, mais pas. Mais c'est catastrophe. Parce que si on est une personne qui devait être utile dans la société, mais ça devient ça. Ouais, même la personne qui a fait la prison pour sortir est utile dans la société. Donc il faut corriger. Moi, je suis. Il faut corriger, mais bon. Mais si on dit peine de mort, c'est parce qu'il y a eu crime, il y a eu criminalité, et d'une violence extrême aussi. C'est-à-dire que la personne qui a tué, si nous sommes aux États-Unis, dans certains États aux États-Unis, tu as tué, on te tue. Mais en fait, c'est ça. Mais est-ce qu'on sera en mesure de respecter les normes qu'il faut pour savoir la personne a tué dans quelles circonstances? Directement. Préméditation ou légitime défense. Le souci au Sénégal qui va se poser si jamais peine de mort a lieu, c'est la corruption aussi. Non, lui, il m'a énervé, donne-lui la peine de mort. À lui, je l'aime pas, on lui, j'aime. C'est ça le problème. Le problème, ça va être ça. C'est ça, exactement, c'est ça le problème. Moi, je suis mitigée là-dessus. Mais au fait, il faut revoir le système des condamnations. En fait, c'est ça mon problème. Parce que pour condamner quelqu'un, tu le condamnes à perpète. Tu vois, un bon jour, tu sors, tu dis, je gracie la personne. Voilà. Il est gracié. Ça, c'est catastrophique, qu'on se dise la vérité quand même. Parce que tu gracies la personne, il sort le lendemain, il refait la même chose, il tue encore. Mais ça aussi, comment on peut comprendre ça? Donc, il y a des sanctions qui doivent s'imposer, en fait. De manière à que quand on condamne une personne à la perpète, qu'il reste là-bas à vie. C'est ça la solution. Mais on ne peut pas condamner quelqu'un et tu es là, tu es chef de l'État, le général il est là, il y a quelqu'un qui est en prison, c'est un ami ou bien un parent, il te demande de le gracier, tu le gracies. Et il fait la même chose. C'est comme ça, c'est comme ça. Les gens qui sont graciés vont commettre encore des crimes. Parce que maintenant, ils sont protégés. Parce que ce qu'elle dit, c'est très pertinent, parce que les gens de la justice, les avocats, les magistrats, ils ont une théorie. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour la justice, il y a aussi un temps pour l'oubli. Même si vous êtes victime, on prend la personne, on l'incarcère, le temps que les gens s'apaisent, ils oublient, et puis la personne là est relâchée. Voyez-vous. Après, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, ce que Anne propose, c'est ça. Il faudrait que les personnes qui ont été condamnées à perpète puissent en fait être en perpétuité. Des exemples. Oui, des exemples. C'est là. Parce que aussi, c'est vrai que la prison, il faut qu'elle marche. Si elle ne marche plus, c'est pas bon. Aussi, il ne faudrait pas gouverner par la peur en disant qu'il y a la peine de mort. Quand le jour où les gens vont se rébeller, ça sera autre chose. On ne gouverne pas par la peur, mais il faudrait que les gens acceptent d'être bons, de bien marcher. Mais si, par exemple, vous prenez une personne, même un enfant, tu le contrains, il faut faire telle chose. Si vous tournez le dos, il va le faire. Si vous êtes là, il va faire comme ça. Vous partez, il fait pire. Alors, il faut inculquer ces valeurs-là aux gens pour qu'ils puissent vraiment être droits, même si vous n'êtes pas là. Très bien. Alors, il y a aussi comme solution donc l'abandon des lieux publics. L'abandon de lieux publics favorise malheureusement la violence, puisque les jeunes délinquants vont venir s'approprier ce lieu. Qu'est-ce que l'État peut faire de l'abandon des lieux publics? Alors, l'abandon des lieux publics, dans quel sens? Parce que bon, moi, directement, je pense au cinéma peut-être, qui était peut-être un vecteur culturel pour que les gens puissent aller, des espaces de jeu, des espaces de football, pour que les gens puissent s'épanouir, on les encadre. Les gens ont besoin de ça. Mais aujourd'hui, regardez les collectivités locales. Parfois, il n'y a même pas de terrain d'espace de football. Oui, surtout, oui. On a tout bâti. Dakar maintenant est serré. Les gens aujourd'hui pensent à sortir, mais tout le monde veut rester à Dakar, c'est pas possible. Et ça aussi, ça crée des agréments. On a besoin d'espace. Il y a tout à l'heure quelqu'un qui parlait d'espace. Les maisons sont étroites, les gens sont dehors, d'autres à l'intérieur, mais c'est autre chose. On a besoin d'espace. Il y a de l'espace au Sénégal, à l'intérieur du Sénégal. Mais pourquoi pas que l'État puisse investir là-bas? Décentraliser les ministères. On a commencé avec Diamniadio. Oui, mais Diamniadio, c'est pas suffisant. C'est d'accord, c'est toujours d'accord. Oui. À Loukane, par exemple. Oui. Mais pourquoi pas Thiès, c'est lui, dans les autres régions? Il le faut. Il y a beaucoup d'espace. Est-ce que là, vous savez, comme vous avez dit, que tout est concentré à Dakar, donc tout le monde, la majorité travaille à Dakar, ensuite rentre chez eux, et là on le voit lors des bouchons, lors des heures, tout le monde rentre à Thiès, tout le monde rentre à l'extérieur. Mais comment en fait faciliter cela? C'est-à-dire, ils travaillent à Dakar. Qui va vouloir lâcher son emploi à Dakar, comme vous savez, c'est dur de trouver un travail, pour après aller s'exancrer à Thiès ou ailleurs? Moi, je pense qu'il faut des facteurs incitatifs, quoi. C'est-à-dire que voilà, donc on va délocaliser une entreprise et l'installer à Diourbel. Alors, si vous êtes à Diourbel, il y aura des faveurs certainement. Donc, vous aurez une maison
On va aussi mettre en place de bonnes écoles, de bons hôpitaux, bien équipés. On n'aura pas besoin de venir. Parce qu'une personne, quand elle s'installe, doit avoir au moins le minimum pour la santé, la scolarité, tout ce qu'il faut. Hein? Voilà. Maintenant, si vous concentrez tous les biens publics, en fait, de services publics ici à Dakar, et vous mettez des maisons là-bas, ça ne sert à rien. Effectivement. En fait, c'est un package, quoi. Voilà, il faut les mettre là-bas. Et aussi, on a besoin même de zones franches, d'entreprises. Dans chaque région, qu'on développe des zones franches, des espaces où on met des entreprises qui produisent et qui vont abriter des emplois. Mais ce n'est pas le cas. Allez à Ziguinchor, la zone franche là-bas est quasiment morte. À Saint-Louis, il n'y a plus de port, il n'y a absolument rien. Et c'est le nord et le sud. Et après, il n'y a que Dakar qui concentre tout. Allez à l'est, à Bakel, c'est le désert. Il n'y a que les gendarmes, là, les soldats qui surveillent les frontières. Là. Il n'y a absolument rien. Dans la région de Louga aussi, il n'y a rien. Dans la plus vaste région. Alors, les plus vastes régions. Qu'est-ce qu'on a fait de 1960 à aujourd'hui? Depuis les indépendances de 1960 à 2022, qu'est-ce qu'on a fait pour exploiter le Sénégal et l'aménager? Donc pourtant le bilan est médiocre. Ah, trop. Tout ce qu'on a reproduit le mieux, c'est la pauvreté. Voilà, c'est la pauvreté. Ça, il faut être sincère. Et c'est ça. Très bien. On en a parlé tout à l'heure en fait, donc des causes de la montée de l'insécurité qui sont malheureusement multiples et qui suscitent convoitise. Donc le vol de voiture, le téléphone, tu as vu, donc tu as une personne qui a une Range Rover, l'autre automatiquement il veut la Range Rover, donc il va faire en sorte d'obtenir cette Range Rover par tous les moyens que ce soit. Donc est-ce que déjà il n'y a pas un problème au niveau social? Est-ce qu'il n'y a pas ce problème-là? Bon, moi je pense que c'est tout juste en fait ce que vous avez dit, hein, vivre au-dessus de ses moyens. Tout à l'heure j'ai parlé du paraître. C'est-à-dire que le paraître c'est un objectif de réussite. Quelque part, si tu ne parais pas bien en société, tu n'es pas considéré. Donc c'est à travers le paraître qu'on va acheter le consentement social. Et pour avoir le consentement social, il faut avoir des sous. Il faut avoir des sous qui vont te permettre d'avoir une belle voiture ou avoir autre chose. Maintenant, si ces sous-là, tu ne peux pas les gagner par le travail, mais après, s'il y a d'autres moyens de raccourcis, tu vas le faire. Et aujourd'hui, on connaît un petit peu le phénomène du l'identité, quoi. Donc rapidement, tu as des sous et personne ne peut prouver comment tu as fait pour avoir accumulé ces sous-là. Regarde les jeunes filles qui accumulent des sous. Pas tout le monde dit qu'il y a des gens qui ont des apparts. Bien sûr, ça c'est connu. Voilà. Mais j'ai vu ça partout. Et ces jeunes filles-là sont respectées parce qu'elles ont des sous. Elles sont respectées, mais dans quel sens? Ça veut dire qu'elles ne sont pas respectées par les personnes vraies et pieuses. Les vrais Sénégalais ne sont pas respectés. Mais elles sont respectées, comment dirais-je, dans leur entourage. Donc les amis, les copains, et surtout les familles. Les familles qui acceptent l'argent. Ce n'est pas leur problème. Tant qu'elles me donnent mes 50 000 et mes 100 000, or que c'est une gamine de 14 ans, ben c'est pas grave, c'est pas un problème. Donc c'est cette hypocrisie aussi dans les familles sénégalaises qui est très grave. Et les mamans là, qui sont contentes de pouvoir cuisiner des bons tchiboudiennes, des bons mafaits, voilà, on s'en fiche de la petite de 14 ans qui va dans la rue, mais ça ne frustre pas chez eux. Au contraire, ils sont contents de ça. Moi, c'est ce qui m'énerve chez ces familles sénégalaises, c'est qu'on a, je t'assure, c'est qu'en fait, elles mettent les filles dans les rues. Ben oui, à partir du moment où tu cautionnes, tu l'as mise toi-même dans la rue. Tu ne mets pas un frein à cette prostitution masquée qui n'est même plus masquée, puisqu'elles sont là tout ouvertes avec des voitures. 18 ans, elles ont des Range Rover, des Lexus, mais ça dépasse l'entendement. 18 ans. Et la fille n'a jamais travaillé dans sa vie. Ça, c'est la majorité des jeunes femmes ici, malheureusement, au Sénégal. Tiens. Mais aussi, pour parler sur le problème de l'insécurité au Sénégal, c'est-à-dire qu'il faut mettre l'accent sur l'État comme on l'a fait, il faut mettre l'accent sur l'éducation comme on l'a fait, mais aussi il faut mettre l'accent sur la jeunesse parce qu'on est tellement paresseux, on veut avoir la belle vie, mais on n'est pas prêt pour souffrir. On veut impressionner tout le monde, mais on n'est pas prêt à travailler. C'est-à-dire que ça a fait que nous, on a voulu, comme tu l'as dit, vivre au-delà de nos moyens et qui nous a poussé à être dans les rues pour agresser. Parce que aussi, quoi qu'on puisse dire, si on n'a pas de travail, ce n'est pas une raison pour faire des agressions. Si on est en chômage, mais il y a nos frères qui sont dans les rues qui vont. Si on sort diplômé, on n'est pas embauché par l'État, on peut investir nous-mêmes, on dit, tu vois un jeune qui te dit, moi j'ai pas de travail. Il a un iPhone de 500 000 francs. Mais il n'a qu'à vendre cet iPhone-là et acheter des matériels qu'il peut vendre dans les rues. Ça veut dire que nous là, on est tellement paresseux, il faut le dire. Il faut parler de l'État, mais nous avons notre responsabilité. Tant qu'on n'est pas prêt à souffrir et on veut réussir, on va se baigner sur ces situations-là. La de délinquance et tout cela, ça va se reproduire sur nous. Parce que les vieux là, qui ont leur argent, qui sont à l'Assemblée nationale, ils ont fini leur vie. Hein. Ils ont 60 ans, 70 ans, 80 ans. Et nous, si la vie est chère aujourd'hui,
si on aura 30 ans, mais les prix vont doubler. C'est-à-dire que nous, on va subir toutes les conséquences. On double déjà aujourd'hui. Exactement. Je pense qu'on doit arrêter ce complexe-là et dire on est diplômé, j'ai un master, on a un master, on ne peut rien faire. Avec l'enseignement général, là, si on sort de la faculté, hormis la faculté des sciences techniques, mais si on est sorti, on a un master, on ne comprend qu'une langue, on n'est pas professeur, on n'est pas prêt pour faire des recherches, on va faire quoi? Si on veut dire qu'est-ce que tu peux faire, on ne peut rien faire. C'est-à-dire il faut savoir les réalités du pays. Si on sort diplômé, personne ne nous assure le travail. Si on sort diplômé, on ne va pas rester dans les bureaux. Il faut descendre sur le terrain et travailler partout où on sera. Maintenant, le savoir va nous servir. Si moi, j'ai un diplôme en communication, je ne fais pas du journalisme, mais j'essaie de travailler. À travers les réseaux, j'utilise mes connaissances en communication, mais on préfère. Ça veut dire que nous, il faut savoir ce que l'on veut, il faut savoir les moyens qu'il faut et le sacrifice qu'il faut et soit prêt à le faire. Mais tant qu'on est pressé de réussir, tant qu'on a exactement, c'est ça en fait. J'ai envie même d'ajouter par rapport à ce qu'il a, là où il a débuté, il a parlé en fait de la responsabilité que nous avons. On a parlé des agressions des garçons, on a parlé des filles, mais c'est pratiquement la même chose. Le garçon, c'est la virilité. La fille, en fait, tout ce qu'elle peut offrir, en fait, c'est voilà, son corps, etc. Donc c'est la même chose. Si toutefois, en fait, les filles en fait se convertissent en agresseurs, et c'est possible dans l'avenir, que puissent laisser ce côté-là pour aller vers la virilité, pour pouvoir cogner, que les gens ne soient pas surpris. Et alors, ce qu'il a dit par rapport au iPhone, 500 000 francs pour une personne qui se dit donc moi j'ai pas de travail, je suis paresseux, oui d'accord, mais aussi il y a une responsabilité. Parfois tu peux voir un parent qui conduit un véhicule à 70 millions avec ses enfants en chômage à la maison. Il y en a beaucoup. Ouais. Mais est-ce que ce n'est pas une responsabilité? Mais cette voiture-là, mais achète une voiture, vends-la, crée un projet pour que tes enfants puissent travailler. Mais tu ne le fais pas, mais tu préfères être dans une belle voiture. Tu vas et tu viens, tes enfants, non, ils n'arrivent pas à travailler, pourtant j'ai payé l'école très cher, etc. Les enfants sont à la maison. Et voilà, tu rejettes tout sur l'État. Mais donc il y a un problème. Mais ce véhicule-là, mais tu peux le vendre. Avec 30 millions, tu crées un bon projet. Et tu confies à tes enfants, mais ils peuvent travailler. Mais ils ne le font pas. Maintenant, c'est l'État. Donc je pense que dans ce jeu-là, tout le monde est responsable. Et nous sommes responsables parce qu'en fait, on a un modèle quoi. Modèle, c'est le mot sénégalais qui reflète le paraître. Parce que le vieux papa, père de famille, il a besoin d'être valorisé. D'avoir, voilà, d'arrêter quoi. Bien respecté. Voilà. Sans pour autant voir que ces enfants sont en train de souffrir et leur avenir est étriqué. Parce qu'à 40 ans, tu ne trouves pas de travail, tu es sous couvert. Alors là, c'est ça quand même ça. Il y en a, c'est la majorité. Bien sûr qu'il y en a, c'est la majorité. Il y a 40 ans, les gens sont encore chez le pas, mais à 40 ans, tu n'as pas trouvé un boulot. Qu'est-ce que tu pourras faire? Vraiment, à 40 ans. Et c'est ça, cette jeunesse-là. Moi, je fais partie d'une jeunesse, quand on parlait des 3000 groupes de rap, là, j'ai beaucoup d'amis, etc., qui ont grandi. On a atteint nos 40 ans maintenant. Et quand je regarde les gens, tu vois des gens qui ont réussi, d'autres qui n'ont pas encore réussi, qui sont entrés dans la galère, qui se cherchent toujours. Et c'est ça, le Sénégal d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on essaie de faire pour pouvoir résorber tout ça? C'est ça le problème. Et l'État, c'est vrai, a une responsabilité aussi. C'est l'État qui doit faire le link. Au moins garantir en fait la sécurité économique de certaines personnes. Moi, j'étais au début, avec Abdoulaye Wade, quand il distribuait de l'argent, je me disais, bon, est-ce qu'il ne faisait pas un autre paradigme en fait de distribution de richesse de manière informelle? Mais après, avec l'actuel régime, on est passé sur les bourses familiales. C'est pour injecter de l'argent, mais ce n'est pas toutes les familles. Et ça, les gens vont consommer et puis c'est fini. Mais il faut des budgets qui pourront en fait permettre aux gens de créer des micro-entreprises bien encadrées. Il n'y a pas des ministères qui ont instauré cela? Des budgets justement pour les micro-entreprises, bon, même si... c'est tout est politisé ici. Toujours après, il faut être dans le circuit, dans le réseau, quoi. C'est ça, pour y accéder. Voilà, c'est un problème. Les gens, quand ils ne mangent pas à leur faim, quand ils n'ont pas en fait des sous pour pouvoir être à l'aise, alors c'est la violence. La violence, c'est la prostitution, c'est une violence. L'agression, c'est une violence. Et aussi, c'est vrai qu'on ne parle pas du phénomène de la lutte. Bon, dans tous les pays, il y a des sports de combat. Mais ça ne dégénère pas. Aujourd'hui, à travers le sport de combat que nous avons, parce que dans notre tradition, ce n'est pas du béret d'or. Le béret d'or, en fait, on a dit que c'est le colon qui l'a amené. Lutte avec frappe, quoi. Lutte avec frappe, c'est le colon. Maintenant, les jeunes aujourd'hui, quand ils vont à des séances de lutte, quand ils sortent, il y a le phénomène du small. Vous connaissez? Le small.
on vient en groupe et on subtilise tout au passage. C'est ça, ça commence avec les scooters là, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et les gens n'ont pas contrôlé cette vague-là qui provient qui est venue en fait des matchs, des compétitions de lutte. Alors, ces jeunes-là, en fait, avec leur violence, ils se cachent en fait derrière les groupes, les masses. Ils volent. Après, maintenant, c'est des gens qui s'isolent, qui vont commettre des forfaits comme ça, avec des scooters, et revenir s'asseoir. Donc, il y a du travail. Là, c'est un combat de lutte. Alors, on va regarder ensemble le courrier. On va t'écouter pour la lettre de la semaine, n'est-ce pas, hein? Allez, c'est tout de suite. Bonjour Koumba, je me nomme Tafsir. J'ai eu à vivre une situation dramatique. C'est à cause de l'insécurité très présente dans notre société. Maintenant, personne n'est à l'abri. On peut vous agresser à n'importe quelle heure. La preuve, je vous témoigne mon cas, I'm sorry, for some time. Enchaîne. Oui, c'est les M qui ressemblent à des N, quoi. Je n'ai pas écrit ça, au fait. La preuve, je vous témoigne mon cas, ce qui m'est arrivé un jour alors que je me promenais sur la VDN. Je suis tombée sur un groupe de personnes et c'était des agresseurs. Ils m'ont malmené, j'ai résisté, je me suis battue avec eux, mais ça n'a pas marché. J'avais des blessures très graves. Les agresseurs m'avaient planté un couteau dans la tête, ma jambe et mon épaule et ils étaient partis avec mes 2 téléphones iPhone. Là, je vis qu'avec un seul bras, celui du gauche. Vous voyez vous-même comment c'est difficile. J'avais porté plainte, mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucune issue. Et cette scène dramatique ne me lâche toujours pas. Elle me tourmente. Pire, j'arrive pas à beaucoup me concentrer sur mon travail parce que je perds la mémoire. Je vous écris pour que nos gouvernants renforcent la sécurité de tous les citoyens afin qu'il n'ait pas d'autre tafsir et que force reste à la loi de la justice pour tous. Bon, je peux écrire ça, c'est pourquoi je cale un peu, quoi. Alors, c'est une lettre très douloureuse. On va prendre l'avis de chacun et un conseil pour Tafsir. Exactement. Moi, j'ai même un exemple très récent. J'étais avec la femme de mon oncle. On conduisait. Et tout à coup, quand nous étions à l'entrée de la Padoie, sur le Saint-Coran, il y avait mon film qui avait un problème. Il y avait un problème de gaz. Là, j'ai baissé un peu mon rétroviseur. J'ai baissé un peu du côté du passager, de mon côté, j'ai baissé un peu le verre. Et tout d'un coup, il y a un gars qui est venu derrière moi, qui m'a planté ici un couteau pour me dire le téléphone. Ça veut dire qu'il m'a repéré depuis que j'arrivais au fait. Il a dit qu'il y a de l'embouteillage, donc il en a profité. Parce que moi aussi, j'ai parlé au téléphone. Après, j'ai posé le téléphone. C'est du moment que j'ai parlé au téléphone, c'est en ce moment qu'il m'avait vu, en fait. Bon, je lui ai donné. J'ai donné le téléphone comme ça et il est parti. Pourquoi pas? Parce que si je ne lui ai pas donné le téléphone, peut-être qu'il n'était pas lucide. Peut-être qu'il n'était pas lucide, je ne sais pas. Peut-être qu'il s'est drogué, je ne sais pas. C'est Dieu qui sait. Donc, si je ne lui ai pas donné le téléphone, peut-être que je vais laisser ma vie là-bas. Et pourtant, ma tante me disait, elle me disait, donne-lui, reste tranquille, au fait, il faut rester tranquille. Dans ce genre de situation, il faut garder ton calme, au fait. C'est moi qui conduis, toi tu es sur le siège passager, tu me laisses faire, il n'y a pas de souci. Je lui donne automatiquement le téléphone, il est parti. Voilà, ça fait 2 mois, 3 mois de cela, je crois. Si il n'y a pas de droit. Mais tu m'as pas raconté. Voilà, tu vois les situations d'aujourd'hui, c'est catastrophique. Tu n'es même pas en sécurité. Et je ne pouvais pas accélérer parce que si j'accélère, je vais heurter une voiture. Parce qu'il y avait l'embouteillage. Il en a profité. Et après qu'il est parti, les gens sont sortis me dire, mais attendez, s'il vous plaît, ne me fatiguez pas, quoi. Parce que du moment qu'il m'agressait, vous étiez là et vous me regardez. Donc s'il vous plaît, ne me fatiguez pas. Ok, restez dans votre voiture, je reste dans ma voiture et on part, c'est simple. Et je rentrais comme ça. C'est pas possible. Et le pire de tout ça, c'est qu'on est parti au niveau de la foire, au niveau de la gendarmerie de la foire. On a fait la déclaration. Tu vois. Mais il y avait un système de localisation. On a vu le téléphone était à Colobane, le même jour, à Colobane. Le même jour. On a appelé là-bas pour lui dire qu'on a localisé le téléphone à Colobane. J'ai dit, ok, on va voir. Je vous jure, ils n'ont rien fait. En toute sincérité, ils n'ont rien fait. La police n'a rien fait. Ils n'ont rien fait. Ça décourage. Tu vois, ils prennent tout le temps pour régler les situations de la population. En fait, c'est ça le problème. Ils prennent tout le temps. Un téléphone, ce n'est rien. Mais peut-être qu'il y a des données ou bien certains documents qui sont là-dedans, ou qui sont précis, tu en as besoin. Mais
comment on dit encore, excusez-moi. Non, mais je comprends ce que tu dis. Tu sais, c'est la difficulté, c'est que... ils ne se soucient même pas de nous, en fait. Non, mais justement, sauf si tu as Link, sauf si tu es la sœur de tel marabout, le même la fille de tel marabout. C'est ça. Imaginez quand on a volé le téléphone de Kalidou Koulibaly, l'international sénégalais, on l'a récupéré le lendemain à Colobane. En toute sincérité, c'est ça le problème. C'est impossible de faire un téléphone comme ça. Je ne suis pas de la population. Ouais. Mais c'est ça le... Ils ont les moyens de trouver un téléphone. Ils ont les moyens, ils peuvent le faire facilement. Mais c'est ça qui est dégueulasse, pardon du terme, mais il faut que ça sorte, hein, dégueulasse. Parce que on a beau t'agresser, il n'y a pas de justice parce que tu n'es pas la fille de telle, la sœur de telle, la tante de telle, la nièce de telle. Et c'est ça le problème. Et c'est ça, ton injustice là, moi je la sens tous les jours. Parce que combien de fois je me suis fait agresser ici à TF1, et tu le sais. Et donc, et tu vas à la police pour porter plainte et on te dissuade. Donc toi, tu es là, tu as un choc psychologique, on t'a agressé ici, dans ton bureau, on t'agresse, on veut te frapper dans ton bureau, mais en fait, on te dit non, mais Masla, Graoul, tu sais Koumba, il faut t'adapter au Sénégal. En France, un coup de fil, mais tu étais déjà en prison là déjà. En France, la police allait faire son travail. Et donc moi, ce qui m'embête ici, c'est que tu ne peux pas porter plainte, même ça en réalité, parce qu'après on te dissuade, on te dit non, il lui pense à sa situation. En fait, aujourd'hui, il a dit qu'il n'a pas mangé. Mais est-ce que moi j'ai mangé aujourd'hui là? Est-ce que moi-même, Koumba Choubou, qui gère une télévision, est-ce que moi-même j'ai mangé? Moi, je mange chez moi le soir. C'est-à-dire que je ne mange pas. Pourquoi je vais me permettre de manger à midi alors que je sais que mes employés ne mangent pas? Mais un peu de bon sens. C'est-à-dire que moi, je vis comme tout le monde ici. Voilà. Et c'est ça le problème. C'est une injustice. Hein? C'est intéressant, un gars qu'on a agressé au niveau de Mbala. La forêt classée. Oui, la forêt, mais c'est dangereux là-bas. Il ne faut pas traîner par là à cette heure-ci. Parce qu'il y a beaucoup d'agressions. Tu vois ça. Tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas. Non, là-bas, c'est risqué quoi. C'est ce qui met sur ta sécurité. Quand on t'agresse, on dit non, il n'y a pas de souci, il faut gérer ta situation, il ne faut pas passer par là. Il y a cette heure, il ne faut pas passer par là, il ne faut pas faire ça. Tout ça, c'est grave. Mais c'est très grave quand même. Ça on n'est même pas libre. Il faut mettre le dispositif là-bas, c'est plus facile. Ça engage les moyens de l'État. Parce que parfois, les gens vous disent que nos commissariats, on n'a pas beaucoup d'effectifs, assez d'effectifs, on n'a pas beaucoup de budget, on n'a pas de voiture, on ne peut pas couvrir une étendue assez large. Mais ça, par exemple, c'est des prétextes fallacieux. Donc là, vraiment, je crois que l'État doit pouvoir investir dans les polices de proximité, que les gens puissent se déployer, avoir une capacité de réaction assez vive, vive plutôt. Quand quelqu'un est agressé, moi, j'en ai fait l'objet d'agression. Mais après, il n'y a pas de suite, il n'y a rien. Quelle agression? Des vols à l'arraché, les scooters, c'est vrai. À une certaine heure, en fait, les gens vous trouvent, surtout les groupes là, de jeunes, qui prennent ton sac. Après, il y a des données dans ton sac. Ils vont vendre la machine, parce qu'après, ils ne peuvent pas se soucier de la qualité et tout. Voilà, de la qualité en fait, des données qui peuvent être dans la machine. Donc, c'est à la police en fait de réagir et de prendre. Quand on dépose, même si c'est un Sénégalais lambda, en fait son dossier doit être suivi. Oui, c'est clair, c'est ça. Mais en fait, voilà, donc c'est la suite, c'est le suivi qui pose problème. Et alors là, donc ça engage la responsabilité de l'État. C'est l'État qui devrait... Effectivement. Vous savez, moi j'en suis venue à un moment donné, après il faut qu'on retourne dans le courrier, prendre l'opinion des gens. À un moment donné, je crois que c'était la deuxième ou troisième agression au Sénégal, vous savez ce que j'ai pensé? Et que le commandant finalement a éclaté de rire dans son bureau. Quand j'ai dit, commandant, je pense qu'il est temps pour moi, il m'a dit, non, Koumba, ne rentre pas. J'ai dit, Bilal, je ne pense pas à rentrer. Mais je pense qu'il est temps pour moi de me marier avec un procureur. Si tu te maries avec un procureur, là, on va te respecter. Non, mais c'est vrai ou pas vrai? À un moment donné, c'était la deuxième ou troisième agression où j'en suis venue à penser à ça, à me marier, finalement à céder à une autorité ou à un procureur pour avoir la paix. Mais vous savez, vous vous rendez compte de la chose? Oui, c'est un phénomène de réseau. Ça existe sur les pays développés, mais à ce niveau-là, au Sénégal, il y a de l'injustice. Et les réseaux reproduisent de l'injustice, reproduisent de la frustration. On doit pouvoir casser et donner à chaque personne, en fait, disons, justice, quoi. Il y avait Kébamé qui disait ça. Donc la justice, on la rend, on ne la donne pas. Je te rends service, mais après je te donne ta justice. Je te donne un service, mais je sais pas comment il a dit, mais c'est vraiment instructif. Voilà. Donc, chaque personne doit recevoir sa justice. Voilà. On ne sait pas parce que lui, je le connais, je lui rends service. Non, mais je lui rends justice. Parce qu'en fait, il mérite d'avoir en fait sa justice. On lui a volé, donnez-lui ça. Même si je ne connais pas la personne, il n'y a pas d'affinité, au moins il faut rendre justice. Il ne faut pas attendre en fait d'arriver au tribunal pour le faire. La police, c'est son travail. C'est le travail de la police.
Pour un petit rappel du courrier de la semaine de Tafsir, hein. Donc un groupe d'agresseurs qu'il a agressé avec des comment on appelle, armes blanches, donc un couteau, sur la VDN, donc planté un coup de couteau dans la tête. Aujourd'hui, il vit avec un seul bras et donc est tourmenté, d'être vraiment dans sa dépression, très frustré, et souhaite justice pour tous. Quel conseil déjà que penses-tu du courrier et quel conseil donnes-tu à Tafsir? Alors, c'est vrai que, disons, il vit un traumatisme, hein. Et quelqu'un qui est agressé, donc reproduit un petit peu en fait ces séquences en fait de peur à chaque fois. Et quand il est démembré aussi, ça vraiment ça l'exclut quelque part parce qu'il ne pourra plus travailler comme il le souhaiterait. Alors là, je crois que l'État devrait mettre en place des instances de récupération, des gens qui ont été victimes de ce genre de type-là, pour pouvoir en fait les assister et les permettre en fait de mieux s'insérer dans la vie. Et après, on ne parle pas de la sécurité à réhabiliter au niveau des quartiers. Voilà. La VDN, c'est vrai, c'est un espace long. Dans beaucoup de pays, on a des phénomènes comme ça. Mais après, il faut sécuriser, il faut mettre des caméras partout. Aujourd'hui, le cas de Pékin, là, on a rapidement retrouvé le jeune qui a commis le forfait. On l'a attrapé. Donc, c'est des moyens technologiques comme ça qu'il faut mettre en place pour pouvoir en fait garantir la sécurité de chaque personne. Dans toutes les rues, on doit pouvoir avoir des caméras. Hein, donc, avoir des salles de surveillance. Et pas que dans les rues d'autorité. Ah oui. Que ça soit pas que dans leur quartier. Surtout. Oui, qu'il soit éclairé, qu'il y ait des caméras, hein, voilà, que les gens puissent se sentir en sécurité. Après, aussi même des comités de vigilance parfois. Si la police, les ASP, on les appelle agents de sécurité. Et ce sont les ASP qui font la circulation. Hein. Parce que ça, c'est leur vocation première, faire la circulation. Alors qu'il y a la sécurité en fait, dans les quartiers à gérer. Dans les quartiers, il n'y a personne, mais les ASP sont dans la circulation pour assister le policier. Non, c'est-à-dire qu'on a fauté là. Création d'emplois, avec toute la demande d'emploi. Oui, c'est un corps qu'on a créé, mais c'est pourquoi? C'est pour la sécurité. Donc aller dans les quartiers pour faire des rondes, pour gérer, il faut réorganiser ce corps-là. Voilà, sinon on crée un autre corps. Mais aussi d'habitude, qu'est-ce qu'il ne faut pas rester levé? Parce que vu que c'est les gens vu que c'est les gens, quand il y a agression, qui ne réagissent pas. Ils sont des simples ASP. Donc, il ne faut pas la population, parce que si on a ASP seulement à lui seul, s'il t'arrête, tu ne vas pas t'arrêter. Tu vas conduire, tu ne vas pas lui donner ton permis de conduire ou quelque chose de comme ça. C'est plutôt un système à revoir. Oui, c'est un système. Donc, vous savez, dans les phénomènes d'équipe, de groupe là, il y a des équipes, il y a une typologie que l'on fait. On peut créer des équipes de résolution de problèmes, mais aussi on leur donne un niveau d'habilitation assez consistant. Voilà, on leur dit, voilà, d'accord, donc avec une bonne formation, on peut vous donner en fait des moyens de répression pour que les ASP puissent le faire. Mais après, il faudrait que ceux-là soient bien formés, qu'ils passent par le circuit de l'armée pour qu'on puisse créer un corps vraiment qui est habilité à faire certaines choses. Parce que c'est un niveau d'habilitation qu'il va falloir décréter. Il faut simplement un décret. Avoir aussi des gens qui sont bien formés et contrôlés à la base. Parce que je crois que ceux qui font la formation pour les ASP, c'est les colonels de l'armée, hein, qu'on appelle ça, le centre de justice là, le citoyen, même, service civique. Voilà, c'est eux qui coordonnent ça. Donc je crois que il y a une possibilité de mettre en place des politiques qui pourront donner un niveau d'habilitation à ces ASP là, ou bien d'autres corps émergents qu'on va créer pour la sécurité. Voilà, je crois que c'est possible. Et donc quel conseil donnerais-tu à Tafsir? Alors, bon, je ne sais pas trop, mais c'est par rapport à sa sécurité, Tafsir lui-même. Parce que c'est vrai que j'ai écouté, mais parfois il y a certains aspects qui m'ont échappé. Mais c'est beaucoup plus son environnement immédiat. Hein. Et l'environnement immédiat, c'est au niveau des services publics, donc au niveau de la collectivité locale, à qui revient beaucoup plus en fait de l'obligation d'assurer la sécurité. Voilà. Donc des personnes qui vivent sur le territoire ou bien sur une collectivité locale. Voilà. Donc je crois que c'est ça. Tiens. Un conseil, parce que ce qui est fait est déjà fait, hein. Il a été amputé une partie de son corps, donc ça seulement c'est un trouble psychologique. Parce que le fait de ne pas avoir tout ton bras, et puis c'est que... Tous les jours, tu le vois, tous les jours, tu le vis. Exactement, ça c'est traumatisant, et je pense que ça aussi, il doit avoir le soutien de la famille d'abord, sa famille. Il doit le soutenir, il doit essayer de l'intégrer dans la société. Mais aussi, l'État, c'est dans la situation, il faut savoir comment
comment encourager la personne. Il faut une politique d'encouragement vis-à-vis de l'État. Si on voit que la personne est amputée, il faut aller voir la personne, essayer de lui aider. Pourquoi pas essayer de lui aider. Pourquoi pas essayer de lui donner un moyen de travail. Il faut l'aider à avoir, par exemple, il y a des protèges. Tout cela pour lui faire comprendre qu'il fait partie toujours de la société, il peut faire quelque chose. Mais ne faut pas laisser ces genres de personnes seules. Pas penser, c'est un problème psychologique. Il faut même lui trouver quelqu'un, un spécialiste. Exactement, parce que c'est quelque chose de difficile. Parce que le fait de voir une situation à laquelle tu sais que tu ne pourras jamais s'en sortir, c'est un autre facteur. Donc il faut s'approcher de ces genres de personnes. Et pourquoi pas un sociologue? Parce que c'est des personnes qui étudient sur les individus. Donc je pense que dans ce cas, vous avez rôle à jouer. Forcément. Parce que si on n'est pas trop psychologue, ton point de vue sur la secrétaire m'a dit, je crois qu'il faut un suivi psychologique. Parce que ça a un impact sur la personne. Du moment que tu as agressé, tu as un handicap, tu as un problème atteint dans la société. Être bien dans la société, à sentir bien dans la société. Tout le temps, tu te sens délaissé ou bien un peu diminué. Ça, c'est quelque chose que l'État doit. En fait, c'est des solutions que l'État doit apporter à la population. Parce que ça existe et ça arrive tout le temps. Donc, il est temps d'essayer de lancer ces gens de personnes-là, de leur faire comprendre que vous avez un handicap, mais ça ne vous empêche pas de sortir dans la vie. Ça va pouvoir d'avoir un certain travail que vous pouvez faire. Il faut en fait, lui donner de l'espoir. Je ne dirais pas de l'espoir, lui donner de l'espoir aussi, mais aussi de la motivation. Qui garde sa dignité. C'est ça, qui garde sa dignité par rapport à la situation, par rapport à tout le problème qu'il peut. Le concernant, c'est vrai que c'est un choc. C'est un choc, en tout cas, j'espère, entre parenthèses, que l'agresseur est en prison à cette heure-ci. Ça, c'est vraiment mon souhait. Donc, c'est vrai que psychologiquement, ça peut être très, très lourd. On perd un membre. Donc, on vit avec tous ces membres. On perd un membre au cours de notre vie. C'est très grave. Et donc, psychologiquement, c'est très lourd. Moi, ce que je me pose comme question, où sont nos tantes? Effectivement, ici, on n'est pas trop psychologue comme en France. En France, il y a beaucoup de psychologues. Donc, tu vas t'en sortir tôt ou tard. Tu vas te sentir bien. Tu vas pouvoir parler avec quelqu'un. On va t'écouter. Les psychologues sont vraiment à l'écoute. Et ce sont des professionnels qui ont leur diplôme, qui n'ont pas été achetés. Ce sont des vrais psychologues. Alors ici, pourquoi j'ai dit où sont nos tantes? Parce qu'à la base, la tante, elle est à l'écoute. La tante est de bons conseils. Donc j'espère, en tout cas j'ose espérer qu'il a une tante qui sera à l'écoute pour lui. Et je ne dirais pas aux petits soins. Aux petits soins, c'est plus du côté de la maman et des sœurs qui vont être là avec lui, essayer de lui parler tous les jours, de les réconforter, ne pas lui dire « tu as perdu un bras, c'est pas grave », parce qu'effectivement c'est grave. Donc c'est vraiment des phrases qu'il ne faut pas dire. Mais au moins être à l'écoute pour lui, être attentif. Ce genre de personnes, c'est des personnes qui sont dépressives. Le mot qu'il a employé, c'est tourmenté. Il est dépressif, il est en dépression. Maladie qu'on ne croit pas trop ici. En France, c'est déclaré comme maladie. Une maladie est très grave en France. Donc il faut être à l'écoute des personnes-là, qui sont dans le besoin. C'est un besoin maintenant affectif qu'il faut lui donner à apporter chaque jour. Ça, j'aimerais vraiment que Tafsir soit entouré psychologiquement, qu'il soit entouré familialement. Et aussi, bon, après les amis, si les amis aussi peuvent être un appui aussi, ça peut aider d'être avec quelqu'un de l'extérieur qui va venir chaque jour. Ça fait du bien quand on nous rend visite et qu'on va mal. Tafsir, je pense, Tafsir qu'il est musulman, je pense, hein. Je prie vraiment pour que Tafsir trouve aussi sa paix et son salut auprès de Dieu. Dieu, comme on dit, il y a des hadiths, il y a des recommandations qui disent il ne faut même pas chercher l'amour d'autrui, des humains, mais chercher mon amour. Il faut qu'il aille chercher vraiment le repos auprès de Allah. Il n'y a que Allah qui va pouvoir le lever. Il n'y a que Allah qui va pouvoir soulager sa peine. J'ai du mal à y croire que Tafsir n'ait pas pensé à ça. Il prie, je pense que c'est un croyant, mais il est un peu perdu. La dépression aussi, comme on dit dans l'islam, la dépression c'est shaitan aussi. Donc le Satan là, il se nourrit de la colère, il se nourrit de la tristesse, malheureusement. Mais il faut l'aider à s'en sortir. Donc Tafsir, il faut que tu fasses un focus vraiment sur ta foi, sur ta spiritualité. Déjà, pour moi, c'est une porte de sortie. Et vraiment pour souffler, pour qu'il s'en sorte un peu dans malheureusement ce grand malheur. Alors, on va bientôt clôturer. Hein. Donc là, on va continuer avec la fameuse question « Comment lutter contre les violences, l'agressivité et aussi contre toute cette impunité ?» Alors, c'est vrai que pour cela, je commence par rapport à l'impunité. C'est beaucoup plus en fait une mobilisation en fait, des structures en fait, gouvernementales.
pour qu'on puisse déjà, au niveau par exemple de la justice, si quelqu'un commet un acte, on puisse le sanctionner. Et pas forcément en fait s'appuyer sur ces réseaux pour pouvoir en fait le libérer, etc. Donc déjà, il faudrait que justice soit faite sur tous les actes de crime. Voilà. Et aussi même au-delà, même en prison déjà, qu'on puisse aussi maintenir ceux qui doivent vivre leur peine jusqu'à la fin. Et pas, c'est vrai que la grâce c'est bon, mais à un certain niveau après ça peut créer des frustrations. Parce que l'oubli aussi c'est vrai, d'accord, on peut oublier, mais dès l'instant qu'on rencontre son bourreau dans la rue, ça bien sûr, effectivement, bien sûr. Alors déjà, je pense qu'en fait les autorités, surtout spécialisées sur la question de la justice, doivent pouvoir appuyer en fait à ce niveau. Alors si on reprend par rapport aux mesures à prendre, donc on avait cité déjà l'école. Déjà, on doit faire beaucoup de choses sur l'école. Remobiliser les jeunes pour la scolarisation, leur suivi, l'université, revoir également le contenu des formations, que ce soit pour le général comme pour la technique, et aussi pour qu'on puisse insérer du point de vue professionnel tous les diplômés qui sortent. Voilà. Donc c'est ça. On ne peut pas donner les diplômes à des gens qui ne vont jamais trouver du travail. Et aussi les renvoyer à leur propre réseau, parce que les gens qui auront un bon réseau, ceux qui vont trouver du travail, et les autres vont rester au bord de la route. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc il faut régler cette question. Donc école et entreprise sont liées. Il faudrait en fait faire ces liens-là. Déjà, donc après il y aura la loi, donc qui va faire justice aussi. Donc la loi, l'école, le religieux, la pratique religieuse, parce que déjà on sait que c'est une coercition, c'est une instruction, que les gens soient vraiment plus pratiquants et que les notables, que ce soit prêtres, imams, fassent des sorties pour, disons, taper sur la conscience des plus jeunes par rapport aux homélies des footballs, aussi pour les fêtes, les dépenses, le fait de vivre au-dessus de ses moyens. Donc ça, il faudrait en fait beaucoup communiquer là-dessus, que les gens vraiment reviennent à l'essence. Sinon après, le fait de poursuivre quelque chose qui est vraiment à un horizon impossible là, donc on poussera à faire des choses. Effectivement. Aussi, si le côté disons, religion, passé, il y a aussi la famille. Donc la responsabilisation des parents par rapport à l'éducation des enfants, à la maison, pas à l'école. Voilà. On puisse dire aux jeunes, voilà, donc moi je descends du travail, mais je prends du temps pour rester avec mes enfants, pour discuter avec mes enfants, et ne pas communiquer de la part de la violence. Bon, le fait de taper pour les jeunes, on le transmet la violence. Le fait en fait de contraindre ton épouse à faire certaines choses, de ne pas l'assister, aussi tu transmets la violence. C'est une femme qui sera frustrée et qui peut même prendre de l'huile et te jeter dessus. Comme on l'a vu cette semaine. Souvent c'est le cas, c'est des violences conjugales. C'est parce qu'en fait on a une approche de la conjugalité, en fait de l'union maritale vraiment assez difficile. Il faut se soutenir. Il faut faire son devoir, mais également faire son devoir. Donc je pense qu'il y a un point à prendre à ce niveau-là. Au niveau des couples, mais aussi au niveau des enfants. Après la famille, on a la religion, on a la famille, on a la loi, la justice, on a l'école. Aussi, on a le sport. On a parlé de la lutte tout à l'heure. Donc tous les sports de combat, on veut pouvoir les encadrer. Parce que bon, les arts martiaux, c'est un sport de combat, oui. Mais quelqu'un qui fait du karaté, mais vraiment c'est quelqu'un qui a une grande maîtrise de soi. Merci. Pourquoi on ne peut pas l'avoir, disons, dans nos arrêts de lutte? Qu'est-ce que le travail à faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Il y a l'ISP qui est là, l'Institut du sport, l'école du sport derrière l'Institut. Il y a les enseignants en sport. Il faudra mettre des curricula, une formation pour ça. Après, il dit à tout le monde maintenant, obligation d'aller à l'école. Au moins, jusqu'au secondaire, au moins. Et après, moi, par exemple, si j'étais au bout, entre guillemets, moi je sais que les jeunes, si on les amène à Bangor pour une formation militaire, ça va faire beaucoup de bien. Au moins un mois, tout le monde, tout diplômé. Tu veux t'arrêter en troisième, d'accord, mais tu feras ton service militaire. Tu veux t'arrêter au bac, d'accord, tu feras ton service militaire. Tu veux aussi au doctorat, tu feras ton service militaire. C'est pour vraiment te donner la possibilité. Tout le monde devrait penser, garçon comme fille. Ça va retenir quoi? Parce qu'on a tellement d'énergie, on est frustré. Et après, les politiciens ne doivent pas en profiter. Parce que quand ils savent que le peuple vraiment est tapis, ils peuvent en profiter pour faire des choses. Donc, comme je dis, la gouvernance par l'exemple. Il faut donner l'exemple. Il faut être vertueux. Donc, si on est vertueux, la population pourra prendre en modèle en fait les gouvernants. Et ne pas oublier le modèle, ça demande.
Je crois que si nos jeunes regardent vers ce monsieur-là, ils pourront vraiment revoir les façons de penser, les façons de faire. Bravo. Beaucoup de modestie et beaucoup d'efforts dans le travail. C'est quelqu'un qui travaille chaque jour. Chaque jour. Le premier arrivé, parfois même chez lui, il travaille. Donc, pourquoi pas faire la même chose et évidemment éviter la paresse et l'oisiveté. Très bien, bravo, excellent, je valide à 100%. Tiens. Moi, je pense que le professeur a tout dit, il a tout résumé. Je vous dis que pour éviter l'insécurité que nous vivons actuellement, il faut la transparence dans la gouvernance, le sérieux dans le travail, la pitié au pauvre. Tout simplement, ça va régler le problème. Comme l'a dit M. Pascal Zani, je crois. Parce que moi, l'essentiel, c'est le centre de l'État dans toutes les activités. C'est ça l'essentiel. Comme ça, il pourra instaurer un système de sécurité où les gens se sentent rassurés. Quand il y a un très beau système de sécurité, là, la population est rassurée. Il n'y a ni frustration ni rien. Tu es là, tu es au calme. Tu es bien. Moi, c'est l'essentiel. Très bien. Alors, on va passer à la dernière étape de Courrier du Cœur. Donc, c'est le Time for Love. Donc, un candidat, il me semble, qui cherche l'amour. Allez, c'est tout de suite. Bonjour, je me nomme Ahmed Ba, journaliste à la TFA. Oui, bien sûr que j'y crois. Voilà. Comme tout le monde d'ailleurs, ou bien même si je ne dis pas tout le monde quand même, beaucoup d'entre nous quand même y croient parce que j'ai aimé et je suis aimé aussi. Qu'est-ce que je cherche en amour? Bon, je dirais l'amour en tant que tel. Si je dis amour, je veux sentir être aimé, sentir être protégé, et voilà quoi. Style de femme, morphologiquement ou bien? Si c'est morphologiquement, je préfère quand même une taille fine. Ouais. L'expérience la plus difficile, bon, je dirais peut-être quand même j'ai eu la chance de ne pas vivre quand même certaines situations que des personnes ont vécues parce que je n'ai jamais été trahi. Pour moi, un couple idéal, c'est le couple qui s'entend le mieux, qui communique souvent, voilà, un couple dont voilà, l'amour se manifeste du jour au lendemain. Je pense que surtout un couple où les deux se font confiance, surtout ça. Bien sûr, comme tout musulman, j'y crois, j'y rêve d'ailleurs, voilà. Oui, c'est ce que je souhaite quand même. Je souhaite me marier, avoir mes enfants, vivre en famille, voilà, passer de bons moments avec mes enfants, ma femme, voilà, créer une famille quand même. La pire des femmes, je dirais la femme menteuse, parce que je me dis souvent que la femme, c'est la racine de la société. Elle est appelée à éduquer les enfants. Elle est appelée à gérer tout dans la maison presque. Voilà, parce que l'homme passe souvent la majeure partie de son temps hors de la maison. Donc c'est elle qui est appelée à gérer voilà, tout cela. Donc si elle est menteuse, peut-être les enfants aussi le deviendront. Et ça peut gâcher une société. Je suis fidèle. Parce que je n'ai jamais trompé une fille, donc je suis fidèle. Mot de la fin, je dirais, voilà, aimez-vous, la vie est belle, donc aimez-vous. Merci.
Alors nous l'avons entendu, donc le candidat Mohamed Ba. Alors il dit croire en l'amour. J'ai aimé et il est aimé. L'amour en tant que tel, c'est aimer et se sentir protégé. Alors morphologiquement, il a dit qu'il préférait une taille fine. Il n'a pas vécu d'expérience difficile parce qu'il a dit que c'était un chanceux car il n'a jamais été trahi. Pour lui, le couple idéal, c'est un couple qui s'entend bien, surtout quand l'amour se manifeste du jour au lendemain et qui se fait confiance. Nous avons aussi entendu, pour lui, la vie de famille, c'est très important et il y croit, car c'est passer de beaux moments en famille et aussi avec sa femme. Il a dit aussi la pire des femmes, c'est la femme menteuse. Et j'ai aimé ce qu'il a dit derrière, c'est que les enfants peuvent devenir eux aussi des menteurs. Il a dit aussi être fidèle et son dernier mot de fin, que j'ai aussi aimé, c'est aimez-vous, la vie est belle. Tiens. Je suis tout à fait d'accord. Il n'a pas fait le choix très compliqué. Il aime une forme taille fine, il n'est pas très grand, c'est pourquoi c'est tout à fait normal. Il faut aussi avoir une femme honnête, parce que sans honnêteté, ça ne passe pas, parce que il faut être s'il a une femme malhonnête, ça va impacter sur les enfants, comme il a dit, et puis la femme très importante pour l'éducation des enfants, ça va amener des frustrations et ça amène aussi un manque de confiance. Donc je pense que c'est tout à fait normal. La communication, comme on le dit, sur la base de relation, et même en dehors de la vie d'un couple, en toutes les communications dans la vie, comme le disait mon professeur. Et donc c'est vrai. Pascal? Oui, c'est intéressant parce que moi je peux prélever des pépites qui sont très intéressantes par rapport à cette déclaration. Parce que moi, du point de vue de la sociologie, s'il dit qu'il préfère des tailles fines, alors je me dis que le Sénégal a changé peut-être, parce que les deux traditions, l'idéal type du Sénégalais, c'est les filles très corpulentes. C'est là ça, dans mon point. Alors maintenant, les gens préfèrent les tailles fines. Ça commence un petit peu à changer. C'est vrai que dans mon point, quand on est en masse, ça crée un problème de santé publique. Mais on sait que chez nous, la préférence majoritaire... Les femmes en chair. Voilà. Les djongés. Voilà, les djongomans, etc. Ce qui est inconnu. Et même quand la petite fille grandit, on la prépare à ça. Je ne sais pas au Sénégal, mais en Bretagne, les femmes, on fait des massages. Wow. Pour que son corps soit plus pour vraiment incarner l'idéal de la femme en Bretagne. Et ici aussi même chose. Quand tu es toute mince là, c'est pas bon quoi. Voilà. Donc c'est pas tu es malade quoi. Oui, surtout. Quand tu épouses quelqu'un et que cette femme-là commence à avoir de l'embonpoint dans le mariage, ça veut dire que c'est un bon mariage. Mais si elle devient maigre, et l'homme aussi, pareil. Donc si l'homme ne prend pas de poids lors d'un mariage, on lui dit ah mais toi vraiment prends une deuxième fois. Ça c'est une conception vraiment africaine. Ah oui, c'est vrai. Et je crois que aussi ce que dit c'est important parce que dans l'amour en fait il y a deux types. L'amour éros et l'amour d'amitié. L'éros c'est quand elle a dit voilà c'est quel type de femme. Donc ça c'est vraiment éros, c'est sexuel. Mais l'autre en fait c'est l'amitié, c'est super pur. Et souvent on vous dit que même si vous vous mariez à un certain âge, il n'y aura plus de cette attirance. Oui, c'est vrai, ça part. Voilà, c'est du restera. C'est l'amitié, ben oui, la complicité va rester, l'entente, effectivement. Donc parfois c'est ça. Vers ça on doit aller. C'est vrai, d'ailleurs le mariage qui dure le plus, c'est les meilleurs amis qui se marient. C'est ça. L'amitié d'abord. Effectivement. Oui. Pour la dignité sociale. Aujourd'hui, dans la société sénégalaise, quand tu viens, tu es dans un mariage, tu es maigri, je me dis, on ne peut pas aller dans ton mariage ne tient pas très bien. Mais moi, je crois que en fait, ça m'a une bonne idée. Je vois que tu es marié, je me dis que tu es épanoui, tu es dans la communauté, parce que tu as eu le type de mariage que tu voulais, tu as toujours rêvé, parce que tu as posé tes propres caractères en disant que j'aurais une femme de taille fine et tout ça. Donc, à la base, pour moi, le mariage de groupe, c'est la communication. Du moment qu'il y a une bonne communication, ça passe. Du moment que le mari accepte les caprices de la femme et que la femme accepte les caprices de l'homme, ça passe. Il y a certains problèmes à régler avant le mariage. C'est quoi exactement? Tu vois des choses qui te déplaisent chez la femme ou chez l'homme,
Là, tu peux essayer de le transférer, essayer de changer ça avant d'entrer dans le mariage. Effectivement. Une fois dans le mariage, c'est le mariage. C'est fini, ouais. C'est fini. Tu acceptes ces caprices, tu es là, les défauts. C'est ça, exactement. Il y a beaucoup de focus, comme ça, il y a beaucoup de problèmes conjugaux. Tu commences par ça, en fait. Parce qu'il y a des problèmes précédents qu'on n'a pas réglés et qu'on a amenés dans le mariage. C'est vrai. Et on essaie de vivre avec. Et ça peut poser problème. Ça peut entraîner des divergences. Il y a toujours des problèmes. C'est ça la difficulté. En fait, dans l'islam, on n'a pas le droit de vivre avec l'homme avant. Chez les chrétiens, chez les whites, chez les blancs, en fait, eux, ils prennent le temps de vivre ensemble avant, voilà, de se connaître et après de faire le mariage. Donc, effectivement, en tant que musulman, on n'a pas le droit. Parce que tu ne peux pas avoir des rapports intimes, etc. Tu peux pas. Mais je me dis que quand tu connais la personne, tu connais ses défauts, tu connais ses qualités, surtout les défauts, tu sais que si tu rentres dans ce mariage-là, tu n'auras pas trop à supporter. Donc, tu sais où tu mets ton pied en réalité. Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup plus de divorces aujourd'hui au Sénégal qu'avant. Aujourd'hui, je vois Thiam, je dis Rafet, c'est bien, il est intelligent, il est beau, et je rentre dedans, je ne connais même pas Thiam. Thiam, il dit elle est fraîche, c'est bon, je ferme les yeux, j'ai ma femme, je l'ai, c'est elle. Quand on rentre dans le mariage là, il voit que le couple est compliqué. Voilà, il se dit non mais c'est vraiment physique caché quoi. Donc c'est cadeau empoisonné. C'est ça le souci au Sénégal, c'est que le Sénégal regarde d'abord le physique. D'abord le physique, l'argent. Astaghfirullah, pardonnez-moi. D'abord l'argent, pas le physique, parce que d'abord c'est l'argent, les fils et le khalis. Donc d'abord l'argent. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il gagne bien? Quelle voiture? Donc je rentre dedans. Mais une fois rentre dedans, alors finalement il ne me plaît pas, il est comme ci, comme ça. Donc c'est ça malheureusement. Et il faut prendre le temps de connaître la personne, connaître son caractère. Une personne ne sera jamais parfaite. Donc il faut prendre le temps finalement, pas de connaître les qualités, mais les défauts d'abord. Moi je pense que quand tu adoptes les défauts, tout est bon après à prendre. C'est vrai. Mais ce que tu dis là, c'est intéressant parce que dans notre sociologie locale africaine, il y a le contexte de la femme, de Khan. C'est-à-dire que tu vas, tu reviens. Et c'est un temps qui te permet de connaître. Bon, c'est vrai qu'il y a le phénomène du Khamem là. Je le vois, il me plaît rapidement, sans pour autant. Mais c'est permis d'aller devenir. Mais après, à un certain niveau, on dit attention, maintenant il faut couper court là. Donc il faut l'apprendre en femme, une bonne femme. Parfois même tu envoies tes parents pour connaître la jeune fille, et surtout on te connaît en mariage. En général, c'est ça. Pour éviter les va-et-vient. Oui. Voilà. Donc ça, c'est une réalité qui est là. Aussi, il y avait un sage qui disait que dans un couple, c'est comme une entreprise. Il te dit que la femme, c'est l'ennemi avec lequel tu dors. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y a une part de responsabilité à faire à chacun. C'est un contrat. Toi, tu fais ce que tu as à faire, toi, tu fais ce que tu as à faire, et là, il y a une bonne entente. C'est du bon commerce, quoi. Donc, comme on dit, les bons amis font du bon commerce. Les bons comptes font les bons amis. Mais c'est moi, je partage cela, effectivement. En France, on dit que le mari, c'est une entreprise. Qu'il faut en prendre soin, il faut que l'argent rentre, il faut vraiment que ce soit fructueux, c'est la vérité. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Pour de bon. J'ai ma femme, et puis voilà, je suis là, elle fait tout. Ça, en majorité ici, en majorité, malheureusement. Faire des efforts. Oui, on continue chaque jour. Et même chose aussi chez la femme. La femme doit faire des efforts en continu de travers son mari. Si en fait elle ne l'entretient pas, le mari va sortir pour trouver une autre femme. Prendre une deuxième, troisième, quatrième. Voilà. Mais ici, c'est pourquoi je dis que c'est une entreprise, parce que gérer son mari aussi, il faut le faire. Il faut gérer son mari. En fait, après, ça c'est mon opinion personnelle. J'ai un mari, mais ça c'est ma perle à moi. C'est-à-dire que je ferai tout pour lui, pour qu'il soit content, pour qu'il soit heureux. Après, c'est vrai que j'ai mon caractère aussi qui sort des fois. Voilà. Mais c'est clair que je ferai tout, mais vraiment tout pour qu'il soit heureux. Tout ce qu'il veut, il l'aura. Mais c'est comme ça. Et sa mère, elle est comme ça avec mon père. Mes sœurs sont comme ça avec leurs époux. Et mais regarde, ça fait des 20 ans, des 40 ans de mariage. Bien sûr que c'est un bon chemin. Et puis moi, je suis heureuse. Je suis heureuse d'avoir quelqu'un et de prendre soin de lui. Mais c'est une fierté aussi. Donc quand il se lève le matin, quand son visage il est heureux, il est content. C'est pas qu'il se donne son dos, il est comme tout le temps en train de te fixer. Mais ça c'est le bonheur pour une femme. Mais bien sûr c'est un engagement. Et donc pour moi, une femme, elle doit prendre soin de son mari. C'est une obligation. C'est une obligation. Ça c'est mon point de vue. Après c'est pas comme ça pour les autres. C'était un problème là, vous avez rien compris là. C'est ça le référentiel. C'est ça. Mais bien sûr. Bien sûr. Voilà. C'est la fin de Courrier du cœur. On l'a fait. Le thème, l'insécurité, impunité au Sénégal, avec Cyril Pascal. Et honnêtement, je suis éblouie et ravie
vraiment de tout ce qu'on a appris avec toi aujourd'hui. C'était très riche aussi, voilà, très riche et bien entendu on sait intellectuel, mais ça, tu n'as rien à prouver. Merci, tiens. Oui. Assuré, il nous a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Donc un grand merci Pascal. Merci Anne. Merci à Pascal. C'est très intéressant. Donc on se dit tous Inch'Allah à la semaine prochaine avec un nouveau thème, Inch'Allah. Et quant à vous, mais il faut vous abonner, il faut liker, il faut commenter. À bientôt.